OK. C'est en train d'enregistrer. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui pour nous, c'était vraiment, initialement de pouvoir, répondre à 10 questions, qu'on a, minutieusement, créées en amont, afin de pouvoir justement, vous partager notre expérience sur la question des enquêtes et puis aussi vous donner des bonnes pratiques justement parce que ça fait un moment maintenant que c'est une obligation légale dans les entreprises, mais savoir exactement comment on fait, quels outils on met en place pour justement que l'enquête soit solide d'un point de vue juridique, mais aussi RH et psychosocial, ça demande quand même de la technique et de l'expertise. Donc, moi, je me présente. Donc, je suis Violette Kerlot, je suis docteure en psychologie sociale et j'ai créé un cabinet qui s'appelle Purple Lab. Et avec ce cabinet, je fais 3 choses principalement. Du conseil sur la question des violences et des discriminations, beaucoup de conférences, d'ateliers, d'interventions, de formations et de la gestion de crise. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que je travaille en partenariat avec Emmanuel Haddad et Mathieu Deplace, avec qui, pour nos clients, on gère des crises. Donc, principalement, on mène des enquêtes disciplinaires. C'est-à-dire que voilà, dans une entreprise, il y a un signalement pour des faits de violence, de discrimination, de harcèlement. Et donc nous, quand c'est un peu plus touchy, un peu plus compliqué à gérer, on fait appel à nous justement pour mener cette enquête. Voilà, puis je donne la parole donc à peut-être commençons par Emmanuel qui peut peut-être se présenter. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Emmanuel Haddad. Moi, je suis avocat spécialisé en droit du travail. J'exerce depuis un peu moins de 20 ans. Et effectivement, travaillant dans le droit du travail, je suis confronté côté employeur ou côté salarié aux problématiques de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, et donc incidemment à tout ce qui est procédure de harcèlement ou de difficultés professionnelles, quelles qu'elles soient. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a, avec Mathieu et Violette, uni nos forces et nos regards sur la matière pour offrir à nos clients une vision 360 degrés sur les enquêtes et qui permet d'avoir un regard complet sur la différente façon d'appréhender des faits qui peuvent être répréhensibles, que ce soit d'un point de vue RH, d'un point de vue psychosocial et pour ma partie d'un point de vue juridique. Je passe maintenant le micro à Mathieu. Merci Manu. Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Donc moi je suis Mathieu Deplace et je suis la troisième roue du carrosse effectivement sur le sujet de la gestion de crise et des enquêtes et j'apporte un éclairage RH et organisationnel. Ça fait une quinzaine d'années que je fais du conseil en ressources humaines pour tout type d'organisation. Et donc je participe effectivement pour ajouter de l'expertise RH et toutes les incidences sur les organisations au sens large qui vont intervenir dans le cadre de violences au travail. Merci Mathieu. Je rajoute que tu as aussi une casquette très communication de crise parce qu'on le sait très bien dans les enquêtes, il y a aussi toute une partie communication qui est très importante. Et donc c'est pour ça qu'on travaille ensemble. On a vraiment 3 expertises très différentes qui nous donnent voilà, cette capacité aussi à mener des enquêtes et de pouvoir un peu de gérer tous les angles morts qu'il pourrait y avoir justement dans ce type de situation. Donc, comment va s'organiser le webinaire? Assez simplement, on aimerait vous faire un rappel des fondamentaux. C'est quoi une enquête? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on est censé faire dans une enquête? Qui sont les acteurs principaux? Et puis, on a été beaucoup exposé ces derniers temps parce que justement, on fait plus souvent appel à une enquête externe pour des cas un peu plus compliqués. On aimerait justement vous transmettre un peu notre méthodologie qui est bien rodée et qui parfois se confronte à la complexité en fait de la question des relations humaines et de la question de l'enquête en entreprise. Qu'est-ce que je ne veux pas oublier de vous rappeler? Oui, alors évidemment, on a une trame, mais on est extrêmement ouvert. On vous invite à poser vos questions. Donc, c'est pour ça que le chat est là. Vous pouvez avec plaisir mettre votre caméra et poser votre question en direct aussi. Mais en tout cas, vraiment, on vous incite très fortement à profiter de notre présence tous les 3 pour pouvoir poser vos questions. Et donc, je te passe la main, Mathieu. Super. Merci Violette. Ouais, je vais commencer avec les questions. Alors, on a structuré la trame, comme l'a dit Violette. Il y a 5 petites questions qui sont des questions de cadrage
qui vont nous permettre de définir les sujets dont on va parler. Et dans un second temps, on va aller sur les sujets plus compliqués, plus touchy, plus gris, parce que c'est vraiment ça l'intérêt de notre expertise, mais c'est important de clarifier quelques termes. Je le redis, n'hésitez pas, effectivement, on s'adapte autant qu'il faut, donc n'hésitez pas à mettre vos questions tout au long dans le chat, on va le consulter et on se fera un plaisir d'y répondre le cas échéant. Donc la première question, elle est toute simple, mais elle est très importante. De quoi parle-t-on quand on parle de comportement inapproprié ou de violence au travail? Alors, je vais commencer par répondre. Moi, je vais apporter une réponse plutôt sociologique, psychosociale, c'est-à-dire assez floue, parce qu'en fait, on se rend compte que la notion de violence, elle est très normative, c'est-à-dire qu'elle est définie souvent par une époque et une culture. J'y pensais tout à l'heure, au Moyen-Âge, par exemple, on trouvait ça complètement normal d'aller regarder sur la place publique quelqu'un qui se faisait pendre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, personne n'a envie d'aller voir quelqu'un se faire pendre sur la place publique. C'est idem pour les pratiques éducatives. On voit qu'il y a eu des évolutions majeures sur ce qui était acceptable de faire avec un enfant. Par exemple, la fessée. Enfin, moi, je sais que quand j'étais jeune, c'était quelque chose qui n'était pas forcément répréhensible et qui est aujourd'hui interdit par la loi. Donc, on voit que finalement, la définition de violence, elle est vraiment cadrée par le social, la société et par la loi. Et c'est là aussi où justement Emmanuel va apporter sa pierre à l'édifice dans l'explication de cette partie-là. Et ce qu'on peut noter d'un point de vue sociologique, en tout cas, c'est qu'il y a eu vraiment des changements majeurs qui ont émergé à partir du moment où a démarré le mouvement MeToo. Donc le mouvement MeToo, je vous le rappelle, tout le monde le connaît, voilà, c'est l'affaire Weinstein, donc qui a mis en évidence que dans le milieu du cinéma, il y avait un producteur très connu qui avait agressé, harcelé, voilà, et voire violé un nombre assez incalculable d'actrices. Et donc ça a fait un scandale international qui a déclenché alors mondialement une série en fait de libération de la parole et qui a eu un impact très très fort sur le plan sociétal mais aussi juridique. Et donc ça a énormément changé en tout cas la manière de traiter la question des violences en entreprise suite à cet événement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était très initialement, ça portait sur la question des violences faites aux femmes et finalement ça a évolué vers toutes les violences puisque aujourd'hui je trouve qu'il y a vraiment une prise en compte beaucoup plus importante de la question des discriminations. C'était déjà le cas, hein. Mais en tout cas, le mouvement MeToo a vraiment permis, je trouve, de faire la lumière sur le fait qu'il y avait beaucoup de violence au travail, des discriminations, du harcèlement moral, des abus, du management qui pouvait parfois être qui pouvait générer de la détresse chez les personnes. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup pris en compte dans les entreprises. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce métier. Donc voilà, je pense que ce qui va définir un comportement inapproprié d'un comportement non inapproprié, c'est la loi, et donc c'est là qu'Emmanuel va apporter son éclairage, mais c'est aussi, ça c'est la question qui se pose le plus pour nous, c'est que malgré le fait que parfois la loi ne puisse pas mettre une étiquette ou caractériser des faits comme étant de la violence, on se retrouve quand même avec des situations où il y a des personnes qui vivent malgré tout de la détresse, même si elles ne subissent pas de la violence. Et donc, on va en parler justement après, comment on gère ces situations. Et là, je passe la main à Emmanuel. Oui, effectivement, la question de qu'est-ce qu'un comportement inapproprié, qu'est-ce qu'une violence, elle traverse le droit du travail depuis l'origine. Et effectivement, on a eu le mouvement MeToo qui est intervenu ces dernières années et qui, paradoxalement, n'a pas entraîné de changement dans la loi. C'est-à-dire que la loi, elle a cet avantage-là, c'est qu'elle est suffisamment générale et la jurisprudence est suffisamment créative pour pouvoir s'adapter à des changements de mentalité, à des changements de normes sociales et à travers des textes qui étaient plutôt anciens comme la sécurité, l'obligation de sécurité au travail, l'obligation de sécurité des salariés qui pèse sur l'employeur. Par cet article-là qui est extrêmement général, la jurisprudence a créé au fil des ans un véritable mouvement qui a rendu quasiment obligatoire dans certains cas la tenue d'une enquête quand il y avait des signalements et qui a permis aussi de dégager des fautes de salariés, de managers, de n'importe qui, quand il n'y avait pas un texte de loi qui était prévu expressément pour ça. On s'est raccroché, et le droit se raccroche à donc cette obligation de sécurité et aussi à l'obligation de loyauté. Et à partir de ces deux obligations-là,
va se créer un réseau d'arrêts, de cours de cassation, de cours d'appel, qui vont nous donner une idée plus précise de ce qui est autorisé, pas autorisé. Et le principe du droit étant d'être objectif, il y a un tas de comportements. Alors, la définition légale, elle est assez simpliste, ou plutôt elle est suffisamment large, comme je vous le disais, pour englober tout un tas de comportements qui ne pouvaient pas être prévus, soit parce que les comportements soient nouveaux, soit parce que le corps social, de manière récente, rejette ces comportements. Et par exemple, si on prend la notion de harcèlement moral, alors elle a été affinée dans le temps, mais elle commence à avoir déjà une certaine ancienneté dans le Code du travail. La définition, elle est un peu passe-partout. Ce sont des agissements répétés qui ont pour effet une dégradation de la santé et des conditions de travail du salarié. Alors, il y a évidemment des finesses, mais si on prend la définition générale, c'est ce que la loi réprime. Ce qui veut dire que dedans, dès lors qu'on a des éléments objectifs, on peut faire rentrer beaucoup de choses qui sont des violences ou qui sont des comportements nouvellement interdits ou en tout cas nouvellement réprimés par le corps social. Et donc, on peut avoir la question de l'enquête, puisque c'est ça qui nous occupe, qui se pose pour des choses auxquelles on ne pouvait pas penser. Par exemple, je pense à très récemment ce qu'on a pu faire avec Mathieu et Violette, se poser la question de est-ce que le retour au travail en présentiel à 100%, dans certains contextes, peut être un comportement inapproprié, peut être une stratégie de harcèlement moral d'un manager ou d'une société vis-à-vis de ceux qui sont concernés. Et ça, typiquement, la loi ne pouvait pas le prévoir. Le Covid et le fait qu'on avait généralisé le télétravail, comme on ne pouvait pas prévoir que par des retours de manivelle, certains managers ou certaines sociétés allaient se servir peut-être d'un retour en présentiel pour se séparer d'éléments qu'ils jugeaient ne pas être performants ou ne pas être dans la politique de l'entreprise. Donc, on a une évolution sociétale, on a une évolution sociologique et on a une évolution du droit, mais qui ne se fait pas sur la base de textes juridiques, qui se fait sur la base de la jurisprudence et, si j'ose dire, du talent des plaideurs d'un côté ou de l'autre pour réussir à reconstituer un fil entre des comportements qui sont isolés ou anodins, mais qui sont pris dans un contexte plus large, peuvent être qualifiés de violence, de comportement inapproprié, de harcèlement. Et donc, c'est ce travail-là qui nécessite, et c'est le constat qu'on en fait, que ce ne soit pas juste le juriste qui regarde est-ce que c'est bien, pas bien, mais que ce soit également une psychologue qui soit spécialisée dans les violences au travail, qui est capable de dire bah, ça, effectivement, ça semble anodin, mais c'est un problème. Donc, il y a une évolution, et cette évolution-là, elle nécessite d'être toujours souple et de ne pas être dans le rigide. Et l'approche juridique, elle est assez claire là-dessus. C'est qu'il n'y a pas de comportement préconçu. Alors évidemment, frapper son collègue, c'est une violence, il n'y a pas besoin de la jurisprudence, il n'y a pas besoin d'enquête pour ça. Mais sur des comportements plus fins ou plus insidieux, le droit nous offre cette possibilité, par les définitions très larges qu'il a retenues et par la souplesse de la jurisprudence, de toucher des comportements qui étaient souterrains ou inconnus il y a quelques années. Ok, merci beaucoup. C'était une question simple et en fait, c'est pas si simple puisque le curseur il change avec la société, comme vous l'avez tous les deux dit. Et effectivement, pour l'illustrer de manière très très simple, il y a des choses que, par exemple, la grivoiserie en entreprise, c'est quelque chose, on n'aurait eu aucun cas dans les années 90. Alors aujourd'hui, il y a des notions qui ont émergé comme le harcèlement sexuel d'ambiance, qui sont des choses qui ont émergé de la jurisprudence. Et vraiment, ce curseur, en fait, il n'est pas effectivement de quel est un comportement inapproprié. Ce curseur, il change, il est en mouvement tout le temps, selon les contextes. Donc c'est ça, finalement, c'est pas si ferme que ça. Ok, merci à tous les deux. La deuxième question qui en découle, c'est faut-il toujours déclencher une enquête lorsqu'un salarié ou un agent rapporte des comportements inappropriés ou violents? Alors, je peux peut-être prendre le premier bout de la réponse, Violette, si ça ne te dérange pas. Bah, alors, en fait, pareil, on est toujours dans des zones grises. C'est que une enquête, à quoi elle sert?
Une enquête, elle sert à faire la lumière sur la réalité et la gravité de faits qui sont allégués contre une personne ou contre une organisation. Donc l'enquête, elle est nécessaire s'il y a un besoin de faire la lumière sur la réalité ou sur la gravité. Si quelqu'un insulte un de ses collègues devant tout le monde, on peut imaginer que, alors sauf si on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui sont en souffrance, qui ont subi la même chose par le passé, qu'il y a une nécessité d'investiguer plus largement le cas. Quand les faits sont évidents, il n'y a pas besoin d'enquête. En tout cas, c'est quelque chose qui se fait même instinctivement. Chaque manager, chaque responsable de RH gère finalement au quotidien la question de est-ce que le comportement il est normal ou anormal? Quelle est la sanction, s'il doit y avoir une sanction qui est adaptée à ce comportement? L'enquête, elle est nécessaire quand c'est plus compliqué, quand c'est pas aussi caricatural que quelqu'un qui insulte en public, quand ce sont des emails, quand ce sont des choses qui se passent entre deux personnes. Là, l'enquête, elle est absolument nécessaire puisque on peut vite se retrouver dans l'hypothèse de parole contre parole où ça reste dans le secret de deux personnes. Et seule une enquête va permettre de reconstituer, à partir de faisceaux d'indices, on reviendra là-dessus évidemment tout à l'heure, quelle est la réalité des faits qui sont reprochés, est-ce qu'ils sont caractérisés, est-ce que ces faits constituent ou non un manquement du salarié, que ce soit ses obligations de respect de ses collègues, de loyauté vis-à-vis de son employeur, de sécurité de ses collègues. Mais l'enquête, elle n'est absolument pas nécessaire dans tous les cas. Elle est nécessaire aussi quand, par exemple, ça peut concerner quelqu'un qui est haut placé dans la hiérarchie versus quelqu'un qui est tout en bas de l'échelle sociale et où l'enquête peut s'avérer nécessaire pour rétablir ou en tout cas pour assurer à la personne qui se plaint que le traitement de sa plainte sera fait de manière efficace et ne sera pas simplement rangé dans un tiroir parce que la personne mise en cause est trop placée dans la hiérarchie. Oui, je rebondis sur ce que dit Emmanuel, c'est-à-dire que l'enquête, elle est nécessaire et obligatoire dans tout un tas de situations, mais exactement comme l'a dit Emmanuel, le manager, enfin les encadrants sont au quotidien des arbitres en fait des relations sociales au travail et peuvent dans beaucoup de situations finalement apporter une solution de recadrage, de sanctions, de discussion de groupe, etc. Parce que malgré tout, il ne faut pas oublier qu'une enquête, c'est quelque chose qui est très sérieux et qui peut être très traumatisant et pour toutes les parties impliquées. Que ce soit pour la victime, c'est stressant, ça peut générer, alors même si on ne veut pas que ce soit le cas, ça peut générer des représailles, des conflits dans les équipes, un sentiment de culpabilité. Et puis pour l'auteur, ça peut aussi être très humiliant, très punitif, très impressionnant, même si parfois c'est justifié. Et donc, c'est vrai que je pense que dans beaucoup de situations, on pourrait, avec de la prévention, avec de la sensibilisation, avec un manager ou des encadrants en tout cas qui mettent en place un cadre de travail respectueux et serein, à prévenir justement les enquêtes. Et donc, même si chaque acte qui est vécu et qui génère de la détresse chez les personnes doit être considéré comme sérieux, tout n'est pas grave et tout ne nécessite pas nécessairement de sortir l'arsenal de l'enquête. Voilà, parfois c'est une demande de la part des salariés parce qu'il y a un besoin de réparation, mais parfois la réparation, elle peut se faire de manière beaucoup plus informelle, j'aurais tendance à dire, c'est-à-dire par une discussion, des excuses, de la communication, une médiation. Et dans certaines situations, d'ailleurs, les personnes ne souhaitent pas, quand il y a un fait de violence ou qu'ils ne se sentent pas bien au travail, que ça génère nécessairement une enquête parce que tout de suite, ça rend la chose extrêmement. Ça crée beaucoup de gravité autour de quelque chose parfois où les gens ils ont juste envie que ça s'arrête, ou ils ont juste envie que les relations s'apaisent. Donc, c'est pour ça qu'en tout cas, moi, je fais un gros travail dans mon métier avec mon cabinet de formation des encadrants pour qu'ils puissent, en fait, en amont, faire de la prévention, gérer les conflits et prévenir les situations de harcèlement. Mathieu, tes micros coupés. Ah oui, effectivement, merci. Non, je disais effectivement le retour d'expérience qu'on a, je pense que tout le monde l'observe, il y a un recours à l'enquête suite à des signalements qui augmentent de manière et qui augmentaient de manière exponentielle ces dernières années dans la vague MeToo, etc. Et ça continue d'augmenter et c'est heureux parce que ça a beaucoup de vertus. Pour autant, ça nous dans nos expériences, ça nous est arrivé
d'être sollicité pour des enquêtes suite à des signalements, et on se rend compte qu'effectivement, le sujet aurait pu être géré de manière finalement plus simple, plus individuelle, et même si c'est un bel outil, il faut mettre le curseur au bon endroit et pas oublier quand même une enquête, c'est déstabilisant, c'est des témoins, ça déstabilise le travail de beaucoup de monde autour, et que c'est un outil à manier avec précaution, et qui n'est pas toujours l'outil adapté dans tous les cas. Quand les faits sont globalement assez limpides et qu'on est plus sur des sujets individuels, c'est pas forcément le cas. La médiation, il y a d'autres choses, etc. Les voies managériales plus classiques peuvent gérer des sujets, et on observe parfois un petit peu d'exagération et de recours un petit peu facile à l'enquête. Ok. La question suivante, tout à fait logiquement, qui sont les meilleures personnes pour mener une enquête quand on décide de la déclencher? Emmanuel, je pense que je vais te laisser répondre aussi sur cette question en premier. Ouais. Bien sûr, bien sûr. En fait, il y a plusieurs, on va dire, acteurs qui peuvent paraître naturels. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire, l'enquête, c'est pas nécessaire, quoi. C'est quelque chose de lourd pour les collectifs qui peut traumatiser les gens, qui peut diviser des équipes, qui peut forcer les personnes à prendre parti pour l'un ou pour l'autre, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs. Donc, avant d'envisager, on va dire, l'enquête de manière très stricte, très rigoureuse, avec une méthodologie très lourde, il y a des acteurs naturels qui, eux, font un travail d'enquête, mais sans qualifier d'enquête, au quotidien, comme l'a dit Violette, effectivement, les managers, les RH, au quotidien, c'est ce qu'ils font. Ils enquêtent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'un tel a pu dire ça, pas dire ça, est-ce que c'est la faute de l'un ou de l'autre. Donc, naturellement, c'est ces personnes-là qui font, on va dire, l'enquête de premier niveau. Après, il y a des acteurs institutionnels dans l'entreprise. Suivant la taille de l'entreprise, on peut avoir un CSE, on peut avoir des syndicats, on peut avoir des référents harcèlement moral ou harcèlement sexuel qui peuvent être sollicités par les salariés ou par l'entreprise pour apporter son point de vue objectif sur une situation de crise ou une situation de souffrance des salariés. Le problème, c'est que souvent, les faits sont compliqués. Les gens ont du travail à faire, par ailleurs, que ce soit les élus, les syndicats, ils ont des fonctions, que ce soit les RH, les managers, ils ont des fonctions à occuper. Et donc, non seulement ils peuvent être pris eux-mêmes dans une charge de travail compliquée, mais ils peuvent aussi, un, ne pas avoir la formation, et deux, ne pas avoir l'expérience de savoir aller chercher la vérité, aller chercher les contradictions dans les différents témoignages que les personnes qui participent à l'enquête peuvent donner. Donc, c'est pour ça que dans bien des cas, et notamment le cas également de personnes impliquées qui seraient membres d'un CODIR ou membres d'un COMEX ou des DRH, on en a vu et on en a géré, le recours, il se fait de plus en plus sur les cas, on va dire touchy, sur les cas gris, à des cabinets externes comme le nôtre, qui, fort de leur expérience, de leur indépendance et de la méthodologie objective qu'ils ont développée, sont en capacité de mener cette enquête sans abîmer trop les collectifs de travail, parce que c'est vraiment, nous, c'est un petit peu ce qui nous guide au quotidien. C'est que impliquer un RH, impliquer un manager, impliquer même un membre du CSE ou un syndicat ou un référent dans des conflits personnels, dans des conflits hiérarchiques, dans des conflits institutionnels, ça peut avoir des conséquences à moyen terme extrêmement graves. Et l'intérêt de l'externalisation, c'est que personne ne se mouille dedans, les managers restent à leur place, tout le monde reste à leur place, on a un cabinet indépendant qui vient faire, avec sa méthodologie, son travail et ses recommandations. Et alors, encore une fois, l'idée, c'est la gradation, c'est qu'il y a des enquêtes, il y a des signalements qui se résolvent par de la médiation, par des discussions, il y a des signalements qui se traitent par des commissions internes qui sont créées, en particulier dans les plus grosses entreprises françaises, où on a des commissions paritaires qui permettent de traiter, on va dire, les alertes simples. Mais il y a un troisième étage de la fusée, et sur lequel nous, on intervient, et de plus en plus, qui est qu'est-ce qui se passe quand c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe quand personne n'a envie de prendre la responsabilité, qu'est-ce qui se passe quand c'est le numéro 2 de l'entreprise. Ça peut être compliqué, et donc c'est pour ça que
l'enquête, elle peut, c'est pas une obligation, elle peut tout à fait être confiée à des prestataires externes. On a Violette, elle est par exemple répertoriée et enregistrée comme enquêtrice auprès de la directe de l'administration du travail parce que son background, ses expériences professionnelles la rendent légitime à intervenir sur ce sujet. Ok, très clair. Quand on gère une enquête en interne, est-ce qu'il y a une obligation d'avoir une représentation à la fois côté salarié et côté employeur? Il n'y a pas, alors légalement, il n'y a pas d'obligation. Il se trouve que quand on arrive à ces situations-là, c'est que généralement on est dans on va dire dans un groupe un peu plus grand et qu'on a peut-être d'ores et déjà négocié avec les organisations syndicales des dispositifs spécifiques et qui peuvent prévoir un côté paritaire, c'est-à-dire avoir un représentant du CSE qui soit présent. Alors après, à définir, il n'y a pas d'obligation, c'est quelque chose qui se négocie et qui se détermine au cas par cas, de savoir est-ce que ça présente un intérêt d'avoir le CSE, est-ce que ça présente des garanties particulières pour la personne victime et pour la personne mise en cause, est-ce que ça permet quelque chose de supplémentaire? Voilà, c'est les questions qu'il y a, je pense, à se poser quand on est dans cette situation. Oui, pour rebondir un peu sur qui mène l'enquête, c'est vrai que nous, par expérience, pour vous donner des exemples de moments où c'était indispensable, disons, de faire l'enquête par un cabinet extérieur, c'est une fois où on a eu un signalement qui portait sur le DRH. DRH qui lui-même commettait des violences. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, c'est extrêmement compliqué de faire l'enquête en interne par des personnes qui seraient sous la responsabilité de ce DRH. Et d'ailleurs, de manière un peu folle, c'était le DRH lui-même qui avait signé, disons, le devis qui acceptait qu'on fasse cette mission. Donc, ce genre de situation, ça peut arriver. Dernièrement, on a eu aussi une demande d'enquête parce que la personne qui est présidente de sa propre PME est mise en cause dans une enquête. Donc, elle a fait appel à son conseil pour justement l'aider à trouver un cabinet qui pourrait mener l'enquête, puisque elle-même, qui est présidente et qui va payer, entre guillemets, le cabinet, est mise en cause. Donc là, je vous parle un peu des cas les plus complexes, mais en tout cas, dès qu'il y a un conflit d'intérêts, je pense, ou un manque de compétences, il faut, je pense, faire appel à un cabinet externe. Et alors, c'est vrai que c'est un coût, on ne va pas se mentir, faire appel à une équipe de 3 experts qui viennent pour résoudre la situation de A à Z et accompagner le client, c'est un coût. Mais il ne faut pas oublier que parfois, mal gérer la situation, ça peut être plus coûteux pour l'entreprise, que ce soit en termes d'argent après, juridiquement parlant, ou même ça va créer du turnover, ça va créer du conflit, ça va créer de la baisse de productivité. Et tout ça, effectivement, si je pense on cadre bien l'enquête, on fait ça de manière extrêmement professionnelle, extrêmement neutre et impartiale, je pense qu'on peut s'éviter finalement des problématiques futures. Ok, très clair, très clair. Très bien, merci pour ça. La question suivante, on démarre une enquête. Quels sont les bons réflexes qu'il faut avoir au démarrage d'une enquête et quels sont les écueils à éviter? Alors, on en a vu quelques-uns. Ouais, alors effectivement, ouais. Alors le démarrage de l'enquête, c'est toujours un moment important parce que on communique vis-à-vis de l'extérieur, ou en tout cas de la personne qui est concernée par le signalement, l'ouverture d'une enquête. Ça veut dire qu'il ne faut pas le prendre à la légère, il y a un travail de communication d'abord à faire vis-à-vis de la personne qui a fait le signalement, réagir, on va dire, avec célérité sur l'ouverture de l'enquête, qu'elle soit interne ou externe. Et il y a un certain nombre de mesures conservatoires qu'il convient de prendre, ou en tout cas auxquelles il convient de réfléchir avant de lancer l'enquête. Parce que, par hypothèse, on peut imaginer que quelqu'un est en souffrance au travail, qu'il dénonce une situation qui ne lui convient pas, donc va se poser immédiatement la question, avant même d'avoir les conclusions de l'enquête, de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce salarié est en danger de continuer à travailler comme si de rien n'était pendant le temps que va durer l'enquête? Donc la première question à se poser, et encore une fois, c'est en lien avec l'obligation de sécurité qui pèse sur chaque employeur, c'est comment on protège
avant même les conclusions de l'enquête, comment on protège la personne qui a témoigné ou qui a fait un signalement pour s'assurer qu'elle ne soit pas victime de représailles, de pression ou simplement la continuation pendant cette période d'intérim d'une situation qui peut être insupportable pour elle. Donc ça, c'est le premier réflexe à avoir, c'est agir vite, communiquer à la personne et protéger la personne. Ensuite, se met en place une méthodologie d'enquête. Et évidemment, on a des habitudes, on a des pratiques professionnelles, mais par hypothèse, encore une fois, chaque cas, ou en tout cas nous, c'est comme ça qu'on essaye de l'aborder, chaque cas est différent. Donc on a des principes qui nous guident, qui sont des principes de respect de la présomption d'innocence, qui sont les principes de respect de la parole, respect de la souffrance, respect de la vérité ressentie par chacun. Et ces principes-là, ils nous guident, mais on n'a pas une solution toute prête, une méthodologie toute prête qu'on applique à chaque cas. Chaque cas va nécessiter de parler avec la hiérarchie, de manière générale, pour savoir qui sont les gens, qu'est-ce qu'ils font, comment ils interagissent, où est-ce qu'ils travaillent. Donc, il y a ce travail de déjà comprendre le contexte et ensuite, en fonction de ce contexte-là, de mettre en place un ordre dans lequel on va interroger les gens. Évidemment, nous, c'est comme ça qu'on fait en fait à chaque fois, c'est interroger la personne à l'origine du signalement, qui, elle, va nous donner, on va lui demander des éléments probants, des emails, des attestations, différents témoignages qu'elle pourrait avoir recueillis d'ores et déjà. Et une fois qu'on a cette personne-là et les personnes peut-être qu'elle souhaite que nous entendions, on définit une liste de personnes à interroger, une liste de points sur lesquels on va essayer de creuser et de chercher la vérité. Et ensuite, on déroule jusqu'à ce qui est généralement le dernier acte de l'enquête, qui est d'interroger la personne mise en cause. Encore une fois, on duplique les fondamentaux d'un procès pénal en laissant la parole en dernier à la personne mise en cause, afin, nous, d'avoir une vision la plus juste possible et la plus complète possible, et qu'on puisse questionner de manière très, très concrète la personne mise en cause, sans qu'elle puisse s'en sortir par des pirouettes. Ça nous permet d'être plus coriace dans les entretiens parce qu'on aura entendu 5, 10 personnes avant qui auront dit des choses qui vont dans le même sens, et ça nous permettra d'être plus assertifs face à la personne qui est mise en cause et qui tenterait de les balayer d'un revers de la main. Donc nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je ne sais pas si j'ai oublié une étape importante. Alors après, il y a le rapport, mais sur la façon dont les enquêtes sont construites, Mathieu et Violette, si vous voulez quelque chose à préciser ou à ajouter. Non. Sur ça, quand même, ce qui est super important, et là, Violette en parlait au début, effectivement, la partie communication interne, à la fois au démarrage et à la fin de l'enquête, la logique qu'on essaye d'avoir, c'est de se dire, quand il y a des faits de violence au travail et qu'il y a des signalements qui émergent, c'est une bonne nouvelle pour personne, on appelle ça de la gestion de crise, c'est des situations qui sont compliquées à gérer. Et dans notre méthodologie d'intervention, et ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire, OK, évidemment que c'est une tuile pour l'organisation, parce que y a des gens qui travaillent ensemble, qui vont avoir nécessairement des difficultés à continuer à travailler ensemble pendant l'enquête. Alors, il y a 1000 dispositifs dont on peut se servir, les congés, parfois les gens se mettent en arrêt maladie, c'est des choses qu'on maîtrise pas. Parfois, on peut suspendre des personnes pendant la durée de l'enquête parce que c'est trop compliqué à gérer, parce que les situations peuvent avoir de la gravité. Donc, on se sert de manière sur mesure de tous ces dispositifs-là pour qu'il y ait quand même une continuité dans l'activité d'un service, d'une équipe, etc. Et surtout, on essaie de se dire, c'est arrivé, quelque chose est arrivé, le temps de faire la lumière, ayons la meilleure communication interne possible, et ça veut dire à qui on communique, parce que le but, c'est quel est le périmètre, est-ce que c'est 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 70 personnes, ça dépend des cas, et chaque mot compte. Et c'est là où évidemment que c'est très important de protéger des victimes potentielles ou des lanceurs d'alerte,
mais c'est aussi très important de protéger la présomption d'innocence. Donc, à chaque fois qu'on envoie un mail, qu'on fait une communication interne sur l'ouverture de l'enquête, sur les appels à témoignages, etc., il faut vraiment avoir une espèce de neutralité absolue sur le fait qu'en fait, pour l'instant, les victimes sont présumées, les auteurs sont présumés, et ça nous arrivait très souvent de mettre des dispositifs d'ailleurs au démarrage assez complexes avec des gens qui sont suspendus, de prévoir des continuités d'activité à distance, etc., de se servir de tout ça, de mettre en place aussi en parallèle de l'enquête des dispositifs de soutien psychologique pour des gens qui auraient besoin pendant la tenue de l'enquête. Et voilà, donc on peut multiplier selon évidemment le contexte, etc., qui sont très changeants. Mais ce qui est très compliqué au démarrage de l'enquête, quand on n'a pas l'habitude, et parfois, et c'est bien normal, les organisations font des erreurs, c'est qu'effectivement, il y a une obligation de rapidité. Il faut être très rapide parce que c'est une situation qui peut pas durer. Il faut aller chercher la vérité. Il faut effectivement qu'on passe à autre chose. Et en même temps, à chaque fois qu'on communique, il faut avoir les bons mots et il ne faut pas faire d'erreur sur la stratégie d'enquête et sur la manière dont on gère ça. Donc effectivement, c'est une étape qui est éminemment complexe. Mais effectivement, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à nous. Moi, si je peux donner 3 conseils, j'en ai plus, mais voilà, ça me vient en discutant là. Je suis d'accord avec toi, Mathieu, il faut aller très vite. Moi, j'ai beaucoup dans mon réseau, j'ai beaucoup de RH, je parle beaucoup de la question des enquêtes avec eux, et des fois, les enquêtes, on m'annonce qu'elles ont duré 6 mois. C'est pas possible. C'est pas possible ni pour la personne victime, ni pour l'auteur, ni pour les témoins. Ça crée une tension qui est trop forte. Alors parfois, c'est pas possible, parfois c'est long, mais je pense qu'il faut mettre en place les conditions pour que ça aille très vite. Il faut nommer des personnes qui vont avoir la responsabilité. Il faut inciter rapidement les personnes à témoigner, c'est-à-dire, je comprends parfois les personnes, elles ont dans leur agenda, c'est compliqué de trouver un créneau, mais je pense que pour des situations d'urgence comme ça, il faut vraiment essayer dans les 2-3 semaines d'avoir calé presque tous les témoins afin de les interroger au plus vite possible. Moi, ça me semble tout à fait indispensable. Deuxième conseil, j'ai le sentiment parfois que ce qui peut venir complexifier l'enquête, c'est le manque de confidentialité. Alors, pas de la part des RH, mais en fait, les gens parlent entre eux en entreprise. On ne peut pas les empêcher de parler et ça peut vraiment participer, je trouve, à l'émergence de tensions, de conflits, de mal-être, de détresse. Et donc, bizarrement, j'ai l'impression parfois que pour qu'il y ait plus de confidentialité dans une enquête, il faut être peut-être plus transparent sur ce qui va se passer, comment, le fait qu'il y a eu une alerte et donc demander, c'est-à-dire annoncer ces choses-là sans en dire trop, et tout en rappelant de manière très ferme le fait que, voilà, on partage ces informations, mais on demande aux salariés de respecter la question de la confidentialité et donc de ne pas parler de l'affaire en cours, etc. Et donc, c'est vrai que parfois, un peu plus de transparence sur ce qui se passe, je pense, permettrait plus de confidentialité entre les salariés parce qu'ils comprennent en fait l'importance justement à ce moment-là de ne pas en parler. Et troisième chose, je pense qu'il faut, pour faire une bonne enquête, il ne faut pas oublier qu'il faut protéger toutes les parties impliquées. Et donc, ça implique évidemment la personne victime, mais ça implique aussi les témoins et l'auteur. Parce que, comme on l'a dit au début, ça peut être très traumatisant, en fait, d'être… même si, parfois, il y a des raisons très, très objectives du fait d'être mis en cause. Quand on a 20 ans de carrière dans une boîte et que du jour au lendemain, on nous accuse de harcèlement moral, ça peut être très, très traumatisant. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Et donc, je pense qu'il faut bien mettre en place aussi les conditions visant à protéger la santé mentale et physique des personnes. Donc, dès le début de l'enquête, le déclenchement, c'est proposer un accompagnement, c'est être transparent sur la procédure et c'est avoir de l'empathie, en fait, pour toutes les parties impliquées, disons, dans l'enquête. Et si je peux ajouter, effectivement, dans cette optique-là de protection de toutes les parties prenantes, qui rejoint aussi la confidentialité, nous, dans notre méthodologie, on a mis en place des garanties de confidentialité pour les personnes qui témoignent, qui permet d'éviter que les procès-verbaux d'entretien, que les retranscriptions d'entretien soient utilisés ou circulent. Donc, on a mis en place une procédure qui a fait ses preuves jusqu'à présent, qui permet de protéger les personnes qui apportent leur concours à l'enquête, puisque c'est surtout ça l'enjeu finalement, puisque la personne mise en cause, la personne qui fait le signalement, normalement, va parler.
la personne mise en cause va chercher à se défendre, mais l'entre-deux, c'est les personnes qui peuvent apporter leur concours à l'enquête, qui, eux, peuvent craindre que s'ils disent quelque chose qui est mal interprété, mal vu, mal relu par sa hiérarchie, que ça lui porte tort ou préjudice à plus ou moins long terme. Et donc, nous, c'est fort de ça et de cette habitude de collectif de travail abîmé par des enquêtes qu'on a pris la décision ferme et parfois incomprise, mais sur laquelle on a eu des succès en justice, de dire tout ce qui est échangé entre la personne qui fait l'enquête et les personnes qui participent à l'enquête est strictement confidentiel. C'est-à-dire que personne, sauf cas exceptionnel, n'a à savoir ce que chacun a dit. Nous, on écoute ce que disent les gens, on retranscrit ce qu'ils nous ont dit, on les garde précieusement. Mathieu, Violette et moi, on les lit attentivement, on en discute, et ensuite on qualifie les faits. Mais on ne va pas mettre de nom, on ne va pas mettre de choses qui permettent d'identifier qui a dit quoi. Alors, dans certains collectifs, évidemment, tout le monde sait qui a dit quoi, parce que les collectifs sont trop petits ou que les positions sont très caricaturales entre les uns et les autres, de telle manière qu'on puisse identifier les uns et les autres. Mais en tout cas, nous, notre garantie procédurale, c'est que la hiérarchie n'aura pas connaissance de ce qui a pu être dit pendant l'enquête. Nous, on fera notre analyse de ce qui a été dit et de est-ce que c'est vrai et faux, est-ce que c'est grave, pas grave, mais le contenu, on se le garde en cas de contestation en justice du rapport ou de ce qui sera pris ou des décisions qui seront prises en conséquence du rapport. Ok. On a une question. Ah, c'est une bonne question. Est-ce que les... Tu as coupé ton micro, Violette. Pardon. Il y a une question, c'est est-ce que les RH sont informés du contenu les auditions, alors Emmanuel l'a dit, en fait, les auditions, elles sont complètement confidentielles dans notre méthodologie. Hein. C'est ce qu'on recommande et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que personne dans l'entreprise ou l'organisation n'a connaissance de la teneur des interviews des victimes, des témoins ou des auteurs présumés. Donc non, les RH, pas plus que le CSE ou que la direction, non le contenu des échanges. Ce qui est transmis, en fait, on va en parler juste après, c'est un rapport d'enquête. Mais le rapport d'enquête, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de verbatim avec des guillemets en disant un tel a dit ça ou un tel a dit ça. C'est rédigé de manière à préserver l'anonymat de tous les témoins qui ont apporté leur concours. Emmanuel, j'ai posé cette question. Tu as dit effectivement c'est parfaitement confidentiel, sauf exception. C'est quoi les exceptions? Les exceptions, on les a un petit peu expérimentées. L'exception principale, et c'est ce qu'on écrit dans nos procédures, c'est en cas de demande en justice. On va prendre un cas assez simple. On fait une enquête sur, reprenons le cas de Violette sur lequel on avait travaillé, du DRH qui a un comportement complètement démentiel vis-à-vis d'une salariée. On découvre en enquêtant qu'en fait, il y a 10 salariés qui ont subi ça sur plusieurs années. Et donc, avec des faits qui sont très graves, des menaces, des représailles, où vraiment on peut craindre pour la sécurité des gens. Nous, on avait pris le choix, on a fait ce choix très ferme de dire personne n'aura accès à ce qui s'est dit, parce qu'on s'était rendu compte, et Violette en particulier, que les gens avaient peur de témoigner, que la libération de la parole, elle nécessitait cette garantie-là. Et donc, on est allé, c'était une personne publique, le commanditaire, et donc nous, on a défendu vis-à-vis de cette personne publique le fait qu'il n'aurait jamais accès à ces verbatims. Et en fait, comme on est une personne publique, la personne contre laquelle on voulait prendre une sanction disciplinaire, on a dû demander l'autorisation au conseil de discipline départemental. Et le conseil de discipline départemental s'est posé la question de comment on prouve que ce qu'il y a dans le rapport, c'est vrai. Et on a trouvé une astuce, on a envoyé, Violette est allée défendre ce qu'elle a trouvé, ce qu'elle a cherché dans cette enquête. On avait des verbatim qui étaient anonymisés, on les a remis, ça a suffi. Il se trouve que cette affaire rebondit au pénal aujourd'hui. Et on a tenu ferme pour ne pas communiquer ça sans y être obligé, et jusqu'à ce que on ait une réquisition d'un procureur de la République qui a été saisi sous notre recommandation des faits de harcèlement moral et sexuel de cette personne-là,
nous a fait une réquisition nous demandant les comptes rendus et les procès-verbaux d'audition. Et c'est à ce moment-là, et à ce seul moment-là, et en informant les personnes concernées, qu'on a révélé, et encore un tiers qui est une autorité de justice, le contenu exact de ce qui avait été dit pendant cette audition. Très clair. Pour simplifier, l'exception jusque-là, c'est la procédure pénale. Et la réquisition Exactement. du procureur. Et on peut imaginer, on n'a pas encore eu le cas, mais on peut imaginer qu'un salarié qui fait une plainte pour harcèlement moral, on conclut par exemple qu'il n'y a pas de harcèlement moral, la salariée décide de faire une action en justice devant le conseil de prud'homme en disant le rapport il est fondé sur rien du tout. On peut imaginer que c'est uniquement en cas de nécessité de se défendre qu'on communique le contenu des auditions pour démontrer au conseil de prud'homme qui serait saisi que nous avons bien fait notre travail et qu'on n'a pas inventé les témoignages qui nous ont été apportés. Mais nous, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné et avec un certain succès puisqu'on a un taux de participation extrêmement élevé des personnes dans les enquêtes qu'on mène. Et cette garantie-là est de nature, je trouve, à libérer la parole. Et juste si je peux ajouter par rapport à la question qui a été posée, on a quand même les grandes lignes des comportements qui sont caractérisés comme répréhensibles sont quand même décrits au client. C'est-à-dire qu'on ne lui dit pas juste il y a du harcèlement moral, on explique quand même qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est plus qu'on ne va pas cibler effectivement des comportements très particuliers, on ne va pas du tout nommer les personnes qui ont en fait pu témoigner. Mais par contre, le client a quand même une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé. Qui était une excellente, un excellent lien avec la suite, parce que la dernière question d'ordre un peu général, et après on va prendre des cas plus précis, plus touchy, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour la rédaction du rapport d'enquête à la fin. Effectivement, comme le rapport d'enquête, c'est ce qu'on transmet. Alors, évidemment qu'il y a des échanges tout au long de l'enquête avec les RH, les parties prenantes, le CSE quand il est dans la boucle, etc. Mais voilà, quels conseils on peut donner sur la rédaction d'un rapport d'enquête pour, pour des gens qui feraient des enquêtes internes avec leurs propres moyens, etc. Et je pense que le premier truc, on l'a très largement dit, c'est le rapport d'enquête qui doit garantir la confidentialité des témoignages. Ça, pas de nom, pas de un tel a dit, ça c'est une évidence, mais je pense qu'il y a d'autres choses. Je vais juste dire un truc, puis après je laisserai Manu rebondir, mais moi j'ai le sentiment que pour moi, il faut vraiment qu'il y ait dans l'équipe un juriste ou un avocat, en tout cas, qui, pour moi, garantit le diagnostic un peu de la situation. Je sais qu'il y a certains de mes confrères, consoeurs qui sont sociologues ou psychologues qui mènent des enquêtes sans forcément avoir un appui juridique. Et pour moi, une des premières choses, c'est quand on rédige un rapport, pour moi, il doit être signé et contre-signé, entre guillemets, par quelqu'un qui vient du milieu juridique, parce qu'il peut y avoir des conséquences après, sinon, pour le client, justement, si ça a été malmené ou si les conclusions ne sont pas assez solides. Effectivement, et en fait, c'est sans doute l'originalité de notre intervention, c'est qu'il y a une grille d'analyse qui est à la fois juridique et à la fois psychosociale. C'est-à-dire que sur un rapport, on va lister les différents faits en positif, en négatif, les cas, les circonstances atténuantes ou aggravantes que peuvent avoir les uns et les autres. On va décrire le contexte. Et à la suite de ça, moi, je me livre à une analyse assez fine de la jurisprudence, y compris de cours d'appel, pour analyser si ces comportements-là ont déjà été jugés comme relevant, en l'occurrence, de harcèlement moral ou pas. Et c'est cette analyse juridique qui, à chaque fois, par rapport au contexte, on a eu par exemple, à développer dans un rapport, chose qu'on n'avait jamais fait auparavant, le principe de harcèlement horizontal. Et on a développé dans le rapport sur quelques pages une jurisprudence qui explique, et même de la doctrine, qui explique le caractère très rare, mais pourtant réel, ce qu'on appelle le harcèlement horizontal, c'est-à-dire le harcèlement entre collègues, et de l'évolution de la notion de harcèlement vertical descendant, à savoir un chef autoritaire sur un subordonné, à des ambiances de travail
qui sont un peu plus sur l'horizontalité. Donc ça nécessite un travail de recherche juridique, factuel, pour que ça corresponde. L'autre point important, du coup, c'est d'apprécier à sa juste manière chacun des faits qui sont apportés. Et je reviens à ce que j'ai annoncé tout à l'heure, à savoir le faisceau d'indices. Parce que c'est finalement ça qui va guider notre appréciation de la situation. C'est est-ce qu'on a un fait, est-ce qu'on a plusieurs faits, est-ce qu'on a des faisceaux d'indices, quand on n'a pas la solution, quand on n'a pas la vérité, est-ce que en passant par un autre moyen, par d'autres questions, par d'autres questionnements, on arrive finalement à avoir une image un petit peu plus claire. Donc, c'est un travail qui est différent à chaque fois, mais à chaque fois, on applique la même recette, à savoir, on liste des faits, on liste les conséquences de ces faits sur la santé et ou les conditions de travail des personnes, et ensuite, on tente de les qualifier juridiquement par rapport à des précédents. C'est le travail du rapport, mais ça, c'est la première partie du rapport. Puisque la deuxième partie, et c'est là-dessus qu'on est attendu finalement, c'est pas de dire c'est blanc, c'est noir. C'est blanc, qu'est-ce qu'on fait? C'est noir, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y a toute une partie qui est la seconde partie, qui est préconisation. Et là encore, notre triple casquette, elle est utile parce qu'il y a des préconisations qui vont être d'ordre communicationnel, c'est-à-dire rappeler certaines règles à certains collectifs qui l'ont négligé, qui l'ont oublié, rappeler au RH l'importance d'insister sur telle ou telle règle ou telle procédure parce que visiblement elle est mal comprise. Il y a des logiques de communication entre les gens, de rappeler le respect. Il y a des logiques psychosociales, des gens qui sont en souffrance, des gens qui ont besoin d'accompagnement, des gens qui sont pas entendus et qui ont besoin de l'être. Et il y a un volet qui est juridique, qui est qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a fauté, est-ce que c'est une faute? Est-ce que cette faute, elle est grave? Est-ce que cette faute, elle justifie une mise à pied, un licenciement, un déplacement, une formation? Il y a tout un éventail de mesures suivant la situation, et c'est pour ça que la première partie, elle est fondamentale sur le diagnostic, c'est quelles sont les recommandations qu'on peut formuler, et pas uniquement à se dire, juridiquement, il faut faire ça, c'est licenciement pour faute grave, et puis ensuite, on n'en parle plus, parce qu'il faut faire redémarrer les collectifs. Il y a un besoin de formation, de se réapproprier des règles qui avaient pu être oubliées. Et donc ça, c'est la dernière partie, c'est la partie généralement qui est la plus lue par nos commanditaires et sur laquelle on nous attend le plus parce que être capable de diagnostiquer une situation, c'est une chose. Être capable d'apporter des solutions et des remèdes, c'en est une autre. Et ça nécessite encore une fois d'avoir la capacité de voir les choses pas uniquement sous un angle juridique ou organisationnel, mais dans leur globalité. C'est ça, et j'ajouterais que donc dans notre rapport, il y a une partie juridique et puis il y a vraiment une analyse un peu systémique de ce qui s'est passé. Parce que pour que notre client puisse après résoudre la situation, il faut qu'il comprenne ce qui s'est passé de manière plus générale, hein, comme le disait Emmanuel, parce qu'on peut imaginer qu'il y a du harcèlement moral qui est reconnu, mais il y avait aussi des conditions qui faisaient que ce salarié qui commet du harcèlement moral a été mis sous pression, a été mis sous stress, vivait une problématique personnelle qui n'a pas été prise en compte par l'organisation. Et donc, nous, vraiment, on apporte à notre client, c'est ça quand on dit une vision un peu 360, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste caractériser les faits, on va essayer aussi de leur apporter une vision d'ensemble, un peu psychosociale, organisationnelle, sur qu'est-ce qui a pu pêcher aussi dans l'organisation pour pas que ça se reproduise, avec évidemment des préconisations et des solutions associées à ça. J'ajouterais simplement, Violette, on est de plus en plus sensible à ça et on va l'être encore plus du fait de la reconnaissance récente au mois de janvier de ce qu'on appelle le harcèlement institutionnel, où finalement la Cour de cassation a reconnu que sans que personne ne soit harceleur, il pouvait y avoir un harcèlement. Et c'est assez nouveau. Alors, on le pressentait juridiquement que c'était possible, il n'y avait rien qui l'empêchait en tout cas. Mais maintenant que cette notion-là, elle commence à se fixer dans le droit français, la notion de harcèlement institutionnel ou organisationnel, on pourrait l'appeler aussi, elle est importante et elle nécessite aussi de voir, pour rebondir sur ce que tu disais, Violette, si, par exemple, la personne qui est identifiée comme l'auteur ne ferait pas juste le travail qu'on lui a demandé de faire. Par exemple, je reprends l'exemple qui commence à
à se voir sur le retour en présentiel, c'est est-ce qu'il y a certaines entreprises, certaines directions qui se disent on va remettre tout le monde en présentiel et puis ceux qui ne voudront pas, ça va nous permettre de les licencier ou nous séparer d'eux. Mais la personne qui va être dure sur le retour, ça ne va pas être la direction ou le codir, ça va être un manager, un middle manager qui va être identifié comme la personne méchante et comme l'auteur du harcèlement. Alors que si on creuse, on peut aussi se rendre compte qu'il y a un traitement à opérer à un niveau plus important. Mathieu, micro, je ne sais pas si tu reprenais la main. Ouais, j'aime bien parler micro coupé. Ça me permet de répéter pour moi tout seul, première fois. Non, merci pour ça. Non, on va passer au sujet un petit peu plus spécifique et sur des retours d'expérience de cas un petit peu compliqués qu'on a eu à gérer. Non, peut-être sur le rapport d'enquête pour des gens qui feraient une enquête interne sans passer par un prestataire. C'est un exercice compliqué qui est encadré de manière assez théorique par le droit. C'est important de dire qu'il faut expliquer quelle a été la méthodologie. Ça permet aussi pendant la réaction de faire un petit, de se rendre compte si on a bien respecté tous les principes d'une enquête dans le cadre d'une alerte, c'est-à-dire le fait qu'elle soit bien neutre et que les deux parties soient également écoutées. Il y a un travers où, par exemple, on va avoir une enquête et on va avoir que des témoins à charge contre un auteur présumé. Et naturellement, on va au plus simple sans penser à mal et on part dans cette direction puisque forcément, on fait une enquête pour aller chercher des comportements inappropriés ou des violences. Et on pense pas à aller trouver des témoins qui seraient peut-être de l'autre côté, plus du côté de l'auteur présumé. Et on n'en a pas parlé jusque-là, mais voilà, si vous faites des enquêtes dans vos organisations, pensez vraiment qu'il faut qu'elles soient contradictoires. C'est fondamental aujourd'hui, ce qui peut fragiliser une enquête déjà dans la qualité de ses conclusions d'une part et dans sa solidité juridique d'autre part, c'est si elle n'est pas contradictoire. Si on n'a que des témoins à charge ou à l'inverse, évidemment, mais ça c'est beaucoup plus clair, vous n'aurez que des témoins à décharge, etc. Donc bien penser à équilibrer ça. Et donc voilà, donc ça, expliquer la méthodologie, peut-être même en introduction, redire effectivement la neutralité absolue, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, que les gens ne se connaissent pas, etc. Enfin voilà, dans la démarche. Et après, effectivement, c'est compliqué, c'est la manière dont on caractérise les faits. On n'est pas tous avocats ou juristes sociaux. Donc jusqu'au point où on peut le faire, essayer de caractériser le plus précisément les faits qu'on a mis à jour. Si je peux peut-être donner un conseil général là-dessus, c'est que le 5 février, donc il y a un mois et demi, le Défenseur des droits, qui est une institution qui intervient en matière de harcèlement moral et sexuel, notamment, a fait une recommandation, ce qu'on appelle une décision cadre, sur l'enquête. Alors, ça n'a rien de révolutionnaire. C'est, on va dire, une compilation ordonnée et raisonnée de ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on ouvre une enquête, qu'elle soit internalisée ou externalisée. Mais c'est un vadémécum utile parce que ne serait-ce que la table des matières permet de descendre différents items à valider. Et donc, si vous êtes individuellement confronté à une enquête, je vous invite à retrouver cette décision cadre. Elle date du 5 février et elle est assez utile pour connaître ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être Emmanuel, on pourra l'envoyer aux participants à l'issue du webinaire. Moi, j'ai tous vos adresses mail, donc on pourra vous faire un petit mail. Je cherchais à le mettre là, dans le chat, mais je n'ai pas l'impression que ce soit possible, ou je ne sais pas comment on fait en tout cas. Il y a beaucoup de pouces, donc on fera un petit mail récap pour vous tous.
Ok, super. Bon, là, c'était les éléments fondamentaux. J'espère qu'on a éclairci des choses. On a pris pas mal de temps, mais c'était nécessaire. Passons à des cas un petit peu plus complexes et plus précis. La première question de cet ordre-là, c'est comment on garantit l'impartialité d'une enquête lorsque la personne mise en cause occupe une position hiérarchique élevée. En sous-titre, comment on protège ou la victime et les témoins contre d'éventuelles pressions. Forcément, c'est un cas qui arrive assez souvent. Emmanuel, je pense que je te laisse répondre et je rebondirai sur ce que tu vas dire. Ouais. Alors, déjà, nous, alors, on prêche pour notre paroisse, évidemment, mais dans ces cas-là, mener une enquête purement interne, c'est s'exposer à la critique. Et à la critique de toutes parts. Critique de la part de la victime, critique de la part de la personne mise en cause qui va peut-être chercher à étouffer ou à minimiser l'enquête. Donc, dès lors qu'on atteint, on va dire, une différence trop importante entre les statuts des personnes mises en cause et victimes, pour nous, ça doit logiquement, sauf si on a moyen de se déporter sur une société sœur ou sur une filiale, je ne sais pas, mais ça n'a pas de sens pour nous, dans ce contexte-là, d'ouvrir une enquête interne quand la personne est trop élevée hiérarchiquement, parce qu'on aura toujours ce soupçon de pression. Et donc, nous, quand ça revient vers nous, on peut se poser la question, de se dire, bah oui, mais le commanditaire, s'il a une position hiérarchique élevée, que ce soit ses équipes ou ses prestataires, il a finalement le même pouvoir de pression. Nous, c'est ce qu'on a essayé d'introduire tout à l'heure, c'est qu'on a une obligation d'indépendance et d'impartialité. On est des professionnels, on n'a pas à prendre parti, on a un commanditaire à qui on explique comment on va travailler. Ce qu'on va trouver, bah, ce n'est pas négociable en réalité. C'est à prendre ou à laisser d'une certaine manière, mais nous, c'est déjà la première protection, c'est que on n'est pas soumis à, si ce n'est à perdre un client, mais bon, c'est la vie des affaires, mais on n'est pas soumis à une hiérarchie au quotidien, on n'est pas soumis à des directives ou à des pressions. On est totalement indépendant, on est trois, ce qui est aussi plus facile pour résister à certaines pressions. Donc, on n'a pas cette position-là. Après, la question, c'est comment, concrètement, quelles sont les mesures conservatoires? C'est-à-dire qu'on peut imaginer, je ne sais pas, un directeur commercial mis en cause dans une boîte où il ferait partie du CODIR, et c'est l'assistante des ventes qui est la victime. Comment on la protège? Et ben là, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, la question des mesures conservatoires. Réfléchir, est-ce que c'est juste que la personne qui fasse le témoignage, on va lui demander de se mettre en dispense d'activité rémunérée? Non, c'est pas très juste. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est justifié qu'on retire temporairement certaines des fonctions à la personne mise en cause? Bah, là aussi, ça se discute. Est-ce que ça dépend du contexte? Ça dépend de la gravité des choses, ça dépend de la certitude qu'on peut avoir d'ores et déjà de la réalité et de la gravité des faits. Donc, il y a différentes, encore une fois, grilles d'analyse à avoir sur on protège la victime, on protège la personne mise en cause, on a notre méthodologie, la confidentialité et la transparence qui permettent d'éviter certains écueils, mais c'est une question qu'on doit tout le temps se poser. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi on peut imaginer un autre cas de disproportion dans les positions entre un salarié et, par exemple, je ne sais pas, un représentant syndical qui est, entre guillemets, protégé contre le licenciement parce qu'il y a une procédure administrative pour permettre son départ et qui pourrait s'estimer protégé plus que de mesures et imposer un comportement à des gens qui, sans être ses subordonnés, vont être dans un rapport de pouvoir en infériorité par rapport à lui. Donc, chaque cas nécessite de se poser la question de comment on protège et concrètement, comment on évite que la situation perdure le temps de l'enquête. Mais il n'y a, à proprement parler, pas de méthode ou de recette magique là-dessus. Ouais, c'est ça. Moi, j'ajouterais même que ça dépend vraiment de la bonne volonté pour moi de l'employeur.
Moi, je me souviens d'un cas, alors c'était pas un client, mais c'était une amie à moi elle était stagiaire dans une petite PME où ils étaient 15. Et puis finalement, il y a quelques stagiaires qui font un signalement à l'égard du numéro 2, quoi, qui avait créé cette petite PME pour des faits de harcèlement sexuel. Et en plus, c'était une structure d'accompagnement psychologique et même des faits de harcèlement sexuel sur des patients. Et ils ont eu l'excellente idée de faire en sorte que celui qui mène l'enquête, c'était celui qui était mis en cause. Alors, je ne sais pas à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée, mais alors vraiment, des fois, on se retrouve face à des situations où, de toute façon, l'employeur ne cherchera pas à résoudre la situation. Et là, j'imagine qu'il y a aussi peut-être des outils externes, Emmanuel. Enfin, je ne sais pas, on peut peut-être faire appel à l'inspection du travail, ou du moins quand vraiment c'est irrésolvable dans ces situations. On peut, mais par expérience, l'inspection du travail est assez peu force de proposition. Alors, on peut effectivement se rapprocher. Quand c'est compliqué, il y a deux acteurs naturels. C'est la médecine du travail qui peut faire des préconisations sur l'état de santé, qui peut recevoir la personne victime et décider de mesures nécessaires à la protéger de manière temporaire. Et l'inspection du travail, ça sera plus en information que réellement en demande de dispositifs, parce que là, l'inspection du travail est compétente sur un tas d'entreprises différentes et n'a pas les outils, peut avoir l'expérience, suivant les inspecteurs, effectivement, mais ce n'est pas une boîte à outils qu'il est facile de mobiliser et ce n'est pas vraiment leur rôle. En revanche, les informer de la situation et des difficultés auxquelles on est confronté, notamment quand il y a des représentants du personnel, oui, c'est absolument nécessaire, mais on s'est rendu compte aussi que l'inspection du travail avait une méconnaissance par moment de ces questions-là, parce qu'on a eu le cas d'un salarié protégé qu'on avait estimé être coupable de harcèlement moral vis-à-vis de son supérieur. Et cette personne-là, le licenciement a été refusé. C'est-à-dire qu'on a été contraint de demander l'autorisation de licenciement à l'inspection du travail en communiquant notre rapport, en expliquant les problématiques de confidentialité qui s'attachaient à tout ça. Mais malgré tout, malgré le fait que cette personne ait pu être considérée comme harceleur, eh bien, notre client a dû gérer le retour de cette personne dans son emploi parce qu'on n'avait pas de possibilité de licencier cette personne sans autorisation. Donc, c'est des cas qui sont extrêmement compliqués, toujours, mais la méthode, ça doit être protection et des personnes et de l'enquête. C'est important aussi de protéger l'enquête parce qu'une enquête mal faite, on l'a vu par d'autres cabinets ces dernières années, des enquêtes totalement à charge qui ont abouti à des licenciements, je pense au Monde, je pense à Télérama, ont abouti à ce que ces entreprises-là qui avaient payé un prestataire, le prestataire était dans une idéologie à ce moment-là et voulait démontrer qu'il avait tout compris au truc et que c'était très grave, sauf que ça a manqué complètement d'objectivité. Il y a eu des PV d'audition qui ont été totalement caviardés et au final, les deux personnes qui avaient été mises en cause ont tous les deux obtenu des dommages et intérêts extrêmement élevés parce qu'ils ont été licenciés sur la base d'un rapport qui n'était pas objectif et impartial. C'est vrai. Ok. Sur les pressions, effectivement, l'évidence, c'est que je rajoute ça, c'est que la confidentialité, ça va protéger les témoins et les gens qui participent. Après, on sait que dans la vraie vie, la confidentialité absolue, je prends l'exemple, voilà, d'un manager qui serait en cause pour du harcèlement moral ou un management toxique, etc. On se doute que même si on met tout en œuvre, il va avoir des présomptions et savoir de qui potentiellement ça vient et voilà, comment on évite des représailles. Alors, il y a quand même un argument juridique et en tant que RH, vous pouvez faire valoir auprès des managers ou des dirigeants dans ce genre de cas pour peut-être décourager des représailles, c'est que quelqu'un qui fait une alerte, qui émet une alerte, il devient lanceur d'alerte. Et ça, c'est un statut qui est protégé par le droit. Et même si le harcèlement moral n'est pas caractérisé, en fin de compte, les gens sont obligés de continuer à travailler ensemble, c'est juste un management maladroit, pareil, c'est une chose qui arrive souvent. Si l'envie lui venait d'avoir, par exemple, de
de mener des actions de représailles contre les gens qui ont donné l'alerte, c'est assez dangereux parce qu'ils sont considérés par le droit comme lanceurs d'alerte et je vais un peu loin, mais ça peut remettre en cause un licenciement. C'est-à-dire que il faut passer le mot quand même, il faut que les managers et que les dirigeants soient au courant de ça. C'est des gens qui ont alerté sur des violences ou sur des comportements inappropriés. C'est des gens qui, après l'enquête, vont continuer à être protégés par le droit. Donc, c'est super important que, au-delà de la sphère RH et des juristes d'entreprise, s'il y en a, que les parties prenantes sachent ça, évidemment que ça décourage peut-être qu'on se dit bon allez, il faut on passe à autre chose, on avance, etc. et on prend ça c'est quand même et c'est pas très connu, je pense. Bah, si je peux rebondir dessus, effectivement, moi j'avais eu un cas, pas dans le cadre d'une enquête, mais d'une salariée que j'assistais qui travaillait dans un hôtel, qui avait dénoncé des faits de harcèlement sexuel du manager sur une des femmes de ménage. Cette personne, la personne que j'assistais, a par la suite été très peu de temps après licenciée pour insuffisance professionnelle. Et j'ai obtenu du Conseil de prud'homme de Paris la nullité de son licenciement parce que j'ai réussi à démontrer que le motif premier du licenciement était la représaille contre cette alerte qui avait été soulevée. Donc, c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus, Mathieu, c'est que ça remet en cause le licenciement, mais de manière la plus grave qui soit, c'est-à-dire c'est la nullité. C'est la nullité qui est encourue de toute mesure qui viendrait punir d'une manière ou d'une autre un salarié parce qu'il aurait exercé son droit de signalement. C'est clair. Donc il y a quand même ça, comme dans l'arsenal juridique, pour protéger les représailles quand le mis en cause est élevé dans la hiérarchie. Ok, question suivante, si ça vous convient. C'est des choses qui arrivent quand on mène une enquête et qui peuvent vous arriver. Le fait d'avoir comment on gère des témoins réfractaires. Des gens qui veulent pas témoigner, qui veulent pas y aller. Alors, honnêtement, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très peu commun. Alors après, peut-être que le fait qu'on soit externalisé plus, voilà, moi le fait que mon rôle social, c'est d'être psychologue, en général, ça facilite la parole. Donc moi, je trouve que ça arrive assez peu, notamment quand c'est externalisé. Peut-être que les gens dans la salle digitale là ont déjà eu affaire à ça, mais moi, ça m'est pas arrivé. Après, si ça arrive, je pense qu'il s'agit, encore une fois, dans la méthodologie d'enquête, de mettre en place les conditions qui favorisent la libération de la parole et la confiance. Et pour ça, c'est parfois des choses peut-être toutes bêtes, mais au début, nous, on faisait des enquêtes où on allait chez le client et on recevait les gens dans une salle. On ne le fait plus. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'en termes de confidentialité et d'intimité, c'est vachement moins bien que d'avoir les gens qui sont en télétravail et qu'on peut prendre en visio. Donc, c'est tout bête, mais par exemple, moi, je préconise vraiment plutôt de faire en sorte de faire les choses à distance, par exemple, quand on reçoit les personnes. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme conseil pour faire en sorte que les témoins parlent? Alors, pardon, Violette, soit à distance, soit dans un lieu tiers. Bien sûr, évidemment. C'est-à-dire un lieu, concrètement, hein, c'est ne pas voir que l'enquêtrice, elle est là, et on voit 4 personnes aller dans le bureau et dire ça a duré 2 heures, ça a duré 1 heure. Voilà, c'est pour éviter ce genre de choses qui créent de la réticence à témoigner, que par la pratique, c'est imposé l'idée que la vidéo, le visio, c'était mieux, ou qu'à défaut de visio, parce qu'il y a des cas qui nécessitent quand même un soutien humain et les yeux dans les yeux, c'est quand même par moment plus facile, un lieu qui ne soit pas le lieu de travail. Parce que là encore, on le constate, les gens parlent plus facilement quand ils ne sont pas dans leur environnement de travail, qui plus est quand c'est un environnement qui pour eux est stressant. Complètement. Et je rebondis et je me dis que moi, une des manières de faire parler les gens, c'est d'avoir une méthodologie aussi très cadrante quand on reçoit les gens. Donc, ils reçoivent une communication déjà qui est rassurante sur le fait qu'ils sont témoins. Ensuite, quand je les reçois, donc moi, je leur demande évidemment leur consentement à participer à cette enquête. Je leur explique ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand vous êtes transparent sur la procédure, ça peut un peu calmer les tensions internes. Parce que les enquêtes, ça stresse énormément les témoins aussi. Parce que parfois, on convoque les gens sans leur dire que voilà, il y a une enquête qui porte sur un tel et qu'on leur demande d'être témoins. Donc, ils se disent que ça se trouve, c'est eux qui sont mis en cause et forcément, ça va générer de la détresse.
Donc, idem, quand on les reçoit, on est assez transparent. Moi, je sais que j'ai un client dernièrement qui m'a raconté que quand il faisait des enquêtes, il ne précisait pas pendant l'entretien sur quoi il faisait l'enquête. Donc, en fait, les témoins se retrouvaient à être complètement perdus, à ne pas comprendre ce qu'on attendait d'eux. Là où nous, quand on mène une enquête, finalement, on dit, bah voilà, il y a eu un signalement de la part de telle personne sur telle personne. En fait, on est obligé d'avoir cette transparence si on veut avoir des informations fiables. Et ça facilite finalement le fait que les personnes témoignent parce que voilà, notre transparence, notre cadre, justement, les met en confiance. Et j'ajouterais que moi, ça m'arrive très souvent de dire s'il y a des choses que vous voulez pas, vous pouvez me dire des choses que je n'utiliserai pas dans mon analyse. Voilà, si quelqu'un veut me témoigner, je ne sais pas, une agression ou un moment, je peux le décider, si la personne le souhaite, de dire bah ça n'existera pas dans les conclusions qu'on va écrire avec Emmanuel et Mathieu. Bah, très concrètement, Violette, je me souviens qu'on l'avait fait pour une personne qui était stagiaire de l'entreprise qui avait voulu témoigner, mais qui n'avait pas voulu que son témoignage soit utilisé. Et je me souviens, c'était une stagiaire ou en tout cas quelqu'un de très récemment embauché, assez jeune, et qui avait été traumatisé par la situation, mais son témoignage était important factuellement, mais on l'avait utilisé pour avoir, on va dire, un peu plus de matière intellectuelle, mais factuellement, on ne s'était pas reposé sur son témoignage. Je ne sais pas si je me souviens exactement du cas, mais je me souviens on s'était posé la question, on avait garanti à cette personne-là qu'on ne parlerait pas du tout d'elle dans le rapport, ni de près ni de loin, et que même les faits qu'elle dénonçait n'allaient pas être pris en compte parce que c'était son souhait, mais en revanche, on l'avait intégré à l'analyse plus globale du cas qui nous avait été soumis. Oui, ça me rappelle quelque chose et effectivement, enfin voilà, nous on est toujours dans le respect aussi du consentement des personnes interrogées. Mais ce qui était intéressant, c'est que son témoignage, même si on l'a pas utilisé, il a complètement servi à notre compréhension en fait de la situation. Tout à fait. Complètement. Effectivement, l'accompagnement, la transparence, le garantie de la confidentialité, et c'est ce qui permet d'avoir un maximum de témoignages et de transparence réciproque. Après, on l'a dit au début, il faut aller souvent, c'est une course contre la montre, une enquête, parce que c'est une situation tendue qui doit pas trop s'étendre. Ça nous est arrivé quand même d'avoir pas des témoins qui disent je veux pas témoigner, mais qui sont jamais disponibles parce que ils sont très occupés. On s'est déjà servi de la hiérarchie du N+2 ou du N+3 pour accélérer un petit peu le mouvement et tout d'un coup avoir des plages de dispo sur certains témoins qui avaient pas l'air très pressés. Donc à la guerre comme à la guerre, il faut utiliser ce qu'on peut. Mais c'est vrai que dans les différents dispositifs d'accompagnement et de sensibilisation, sensibiliser les managers et les salariés de manière générale à l'importance de leur participation aux enquêtes, très en amont, hein, pas quand c'est à chaud, mais ça fait partie aussi du succès après de notre intervention. C'est que s'il y a une culture de tout le monde participe, quand il y a une enquête, c'est que c'est suffisamment grave et on compte sur chacun. Voilà, ça fait partie des petites choses à rappeler au quotidien dans le cadre des accompagnements collectifs et du devoir de chacun de concourir à la vérité. Très clair. Je fais un petit rappel, il reste une demi-heure. Si vous avez des questions qui vous viennent ou des cas que vous avez à gérer en ce moment, dans le chat, c'est le moment, n'hésitez pas. La question suivante, les cas particuliers qu'on a, c'est comment on gère une situation dans laquelle il y a statu quo à l'issue de l'enquête. C'est-à-dire, il n'y a pas de caractérisation absolue d'un harcèlement moral ou d'un harcèlement sexuel. Et l'auteur et les victimes présumées vont continuer à travailler ensemble. Je peux commencer. Moi, c'est compliqué. Ça m'arrive souvent. Et en fait, souvent, ce qui m'est arrivé, c'est plutôt d'arriver après coup sur ces situations. C'est-à-dire que le client me contacte parce que ça va pas dans l'équipe, il y a des tensions, il y a des conflits. Et c'est notamment souvent en lien avec une enquête qui n'a pas permis de caractériser des faits et donc qui a laissé un espèce de statu quo. Les personnes continuent à bosser ensemble. Alors, hélas, dans beaucoup de situations, ou tant mieux, je sais pas, mais de toute façon, de soi-même, j'ai l'impression quand il y a un statu quo,
les gens vont, par exemple, quelqu'un qui n'a pas obtenu justice ou qui a le sentiment que voilà, l'enquête a été mal faite ou voilà, va en fait peut-être démissionner. Enfin, j'ai l'impression que de toute façon, ça va parfois naturellement bouger. Alors, c'est triste pour les personnes s'il y a eu de la souffrance et du harcèlement avant, mais en tout cas, ça va générer ça. Et pour les autres situations, moi, là, c'est vrai que c'est un peu la complexité. On se retrouve justement dans des équipes qui sont en souffrance, en conflit, où il y a des groupes, des clans qui se forment. Et là, à part accompagner le client post-crise, c'est-à-dire en faisant de la médiation, en réfléchissant à une restructuration, en accompagnant pour muter les gens, parce qu'en fait, hélas, parfois, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas faire grand-chose parce que, et c'est là où je vais laisser la parole à mes deux collègues, voilà, il y a quand même la présomption d'innocence. On ne peut pas sanctionner quelqu'un, a priori, s'il n'y a aucun élément factuel qui permette de le sanctionner. C'est sûr que c'est la difficulté, et la difficulté, elle est d'autant plus grande, et on le verra peut-être sur les questions après, c'est que on a quand même un sentiment que l'alerte peut être utilisée à des fins de négociation d'un départ. Et que les cas où ça nous est arrivé, finalement, on a compris, quoi. En tout cas, on a vu que l'objectif avant tout était de rentrer dans un bras de fer et de se dire, si le rapport il est avec moi, j'ai gagné le bras de fer. Et effectivement, ça nous amène après, c'est des choix managériaux qu'on ne maîtrise pas. On peut donner des recommandations sur une réorganisation, sur des mutations, sur une médiation, un accompagnement psychologique, un coaching des parties. Mais après, c'est une décision d'entreprise de savoir ce qu'on fait ou pas. Et c'est vrai que généralement, les personnes qui utilisent l'alerte pour négocier un départ, quand on leur dit qu'on n'a pas constaté qu'il y avait de harcèlement moral, ça résout aucun problème. On est avec des personnes qui sont encore en arrêt maladie, qui vont pas reprendre le travail, qui vont attaquer le rapport, et au final, on n'a pas beaucoup plus avancé, si ce n'est de dire, au moins on a écarté cette hypothèse. Et c'est vrai que empiriquement, la seule voie qui reste, c'est négocier un départ. Parce que pour tout le monde, c'est pas tant qu'il faut faire partir absolument la personne qui est à l'origine de l'alerte, c'est pas du tout ça, c'est juste que psychologiquement, on constate que ces personnes-là sont déjà allées très loin dans leur tête sur la rupture qu'ils font entre eux et leur travail. Et que si on ne va pas dans leur sens, c'est compliqué, voire impossible pour eux, pour elles, d'imaginer un retour au travail comme si de rien n'était. Alors même qu'en plus, on ne leur a pas donné raison. Et le fait de vivre avec la lanceuse d'alerte qui finalement n'était pas une vraie alerte, c'est compliqué. Et nous, on encourage de toute façon, de base, à ce que les personnes ne travaillent plus ensemble, quels que soient finalement les torts respectifs. Il faut trouver une solution pour que les gens n'aient plus à se côtoyer, et si c'est un problème organisationnel, que l'organisation se soit adaptée pour que la situation ne se présente plus. Mais il n'y a encore une fois pas de solution magique quand quelqu'un est déçu par nos conclusions, en fait, parce que c'est à ça que ça aboutit finalement, c'est gérer la déception, et c'est pour ça que nous, on met un point d'honneur aussi pour ça, à ce que nos enquêtes soient difficilement attaquables d'un point de vue juridique, pour que au moins ça, ce soit pas considéré comme la sous-traitance de l'enquête soit pas vue comme un moyen de s'en débarrasser ou un moyen de faire dire des choses aux faits qui ne seraient pas vraies. Donc, on met un point d'honneur à ça pour que personne ne vienne remettre en cause la sincérité de nos conclusions. Mais un salarié qui est déçu, par expérience, il va escalader, il va attaquer le rapport, il va demander, le cas échéant, la communication des PV. Et donc, on se retrouve finalement dans une logique très contentieuse. Et c'est pour ça que, fort de ça, nous, on sensibilise souvent nos clients sur est-ce qu'il est possible de muter ou de se séparer de cette personne, parce qu'on sait bien que l'avenir, ensuite, c'est que du contentieux, et du contentieux qui a une seule visée financière. Donc, c'est pour ça que ça peut être un accélérateur de temps, de se dire, voilà, inévitablement,
il va falloir se poser la question de réintégrer la personne ou les personnes. Si on n'a pas de solution pour gérer la reprise du travail, bah, il n'y a que la voie d'une séparation qui nous semble envisageable. Tout à fait. Le non, c'est évidemment des cas qui sont compliqués et pas simples. L'enquête, quand elle aboutit à la caractérisation d'un harcèlement moral ou un harcèlement sexuel, souvent ça aboutit à un licenciement. Et c'est des cas qu'on a souvent. Et dans ce cas-là, la situation, elle est quelque part plus simple. En fait, il y a eu une faute, il y a du disciplinaire. Souvent, quand il y a un harcèlement avéré, on aboutit à un licenciement. Tout le monde le comprend avec une communication interne bien gérée. On dit voilà, plus jamais ça. On est intransigeant et on est assez solide et on peut garantir. Et la suite du travail de l'équipe va pouvoir s'y retrouver très bien. Sur le vrai statu quo, et j'ai un exemple en tête, petite équipe de commercial, un directeur commercial dans une petite structure, elles se sentent victimes de harcèlement moral. Bon, il ressort de l'enquête que c'est du management directif, un peu à l'ancienne. On parle beaucoup, voilà, du gap générationnel en ce moment. Il y a un peu de ça. Personne n'est en tort. Et l'enquête dit voilà, ton management était trop directif, etc. Mais il n'y a pas de licenciement, il n'y a pas de raison, etc. Et en fait, et là je prends ma casquette de DH, ce que l'employeur a fait, c'est qu'il a pris une demi-décision. Comme c'était gris, il a dit bon, on garde tout le monde. Tout le monde, ils ont trois, il n'y a pas de filiale, il n'y a pas de truc, on n'a pas le choix. Vous allez continuer à travailler ensemble, mais en fait, on change juste que vous êtes plus rattaché hiérarchiquement au directeur commercial. Mais donc, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le directeur commercial, il prend ça comme une rétrogradation puisqu'il n'a plus d'équipe, même s'il a le même salaire, même truc, etc., et qu'il entend à peu près. Et les commerciales qui étaient dans son équipe, les deux, se disent en fait, rien n'a changé, on continue à travailler avec lui. Ça change finalement très peu de choses. Et en fait, tout le monde s'est senti lésé, tout le monde a été déçu et tout le monde a démissionné. Et en fait, parfois c'est gris et la question qu'il faut se poser, c'est faut pas prendre de demi-décision. Faut avoir un peu de courage, faut savoir trancher et se dire quelles sont nos valeurs, de quel côté on est, où est-ce que ça penche. Et peut-être qu'il n'y a pas de bonne décision, mais la demi-décision, souvent, elle a des répercussions qui sont assez négatives. Donc, quand c'est gris, eh ben, il faut savoir prendre quand même des décisions un peu difficiles. Je rebondis, c'est très intéressant comme cas. On aurait pu envisager une médiation à l'issue du truc, enfin à l'issue en tout cas de l'enquête, qui aurait permis peut-être d'apaiser les tensions, mais si c'est pas le cas, je suis assez d'accord avec toi, c'est pour le fonctionnement de l'entreprise, ça n'est pas possible en fait de rester dans cette espèce de statu quo s'il n'y a pas eu un apaisement des tensions et du conflit en fait. Du coup, c'est ça, c'est plus de la violence, on est sur du conflit, et ça, les conflits en entreprise, c'est compliqué à gérer. C'est vrai que ça me fait rire que tu parles de médiation. Souvent, là, quand on a des enquêtes tous les trois, on finit avec chacun notre casquette où Manu il y a plein de solutions disciplinaires. Moi, j'ai plein de solutions de réorganisation et Violette dit on va se faire une médiation. Et c'est vrai que c'est souvent à la frontière des trois les propositions qu'on fait. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Pardon, juste je rebondis, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et c'était une médiation pour le coup qui portait presque la victime est partie. Donc enquête pour harcèlement sexuel, on ne caractérise pas les faits, il n'y a pas de harcèlement sexuel. La victime quitte l'entreprise, mais en fait, il y a encore des tensions dans l'équipe parce que quasiment toute l'équipe en veut énormément à l'un des témoins qui, lui, a confirmé, disons, la version de la victime. Et il se trouve que l'employeur était très mal à l'aise parce qu'il s'est dit comment on va faire en sorte pour que ces gens ils continuent à travailler. Et en vrai, là, la médiation, alors elle résout pas tout, mais elle a fait du bien. C'est-à-dire que moi, je suis venue, on s'est posé, on a mis les choses à plat, on s'est dit les choses, on a essayé de comprendre ensemble. Alors ça marchait pas tout le temps, qu'il pouvait y avoir des différences de perception. Même si les gens sont partis pas forcément d'accord à l'issue de la médiation, qui était une discussion de groupe en fait, je crois que ça leur a fait beaucoup de bien parce qu'au moins ils avaient vidé leur sac. Et maintenant, c'était dit, il n'y avait plus de non-dit, de manque de transparence sur qui avait dit quoi. Et je crois que ça leur a permis de repartir sur de bonnes bases. Ok, ça est très intéressant. C'est pas magique la médiation, mais ça peut marcher. Ne l'oublions pas. Si c'est bien mené.
Ok, merci Vio. On passe à la suite. Euh, alors, comment on peut gérer un salarié qui abuse de son droit d'alerte? On sait qu'une plainte peut être utilisée pour régler des comptes personnels. Et comment on évite les abus de procédure? Avant de... Moi, j'aimerais juste apporter une donnée. Alors, c'est une donnée sur les violences sexuelles et c'est une donnée qui provient des États-Unis. Mais avant toute chose, je tiens à rappeler que la plupart des plaintes sont des plaintes valides. Je sais que dans l'étude, il disait qu'il y avait entre 2 à 10% des plaintes pour violences sexuelles aux États-Unis qui étaient fausses. Si on tourne le chiffre de manière inverse, ça veut dire qu'il y a quand même 98 à 90% des plaintes qui sont réelles. Donc là, on ne veut surtout pas remettre en question le fait qu'il existe des violences en entreprise, qu'elles sont très importantes et qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et qui n'obtiennent pas justice. Cela dit, je pense que nous, on a un biais dernièrement, ou du moins on est exposé de plus en plus, parce que nos clients, en fait, justement, nous contactent pour des cas un peu particuliers, à des abus de plainte, ou en tout cas des cas un peu plus compliqués où on se demande parfois si, voilà, il n'y a pas, en tout cas, il y a des différences de perception qui amènent à ce qu'on pourrait parfois penser comme des abus de plainte. Et là, je donne la parole à Emmanuel et Mathieu. Je remets mon micro. Bon. Non, déjà, Ouais. il y a deux cas, hein. C'est vrai qu'on a ces cas-là, quand on l'a dit. L'après-enquête, bon, quand il y a un harcèlement qui est avéré, finalement, c'est du disciplinaire et c'est simple. Le mot est peut-être un peu exagéré, mais c'est moins compliqué. Quand effectivement on caractérise pas de harcèlement, il y a des cas où effectivement une victime peut se sentir victime de manière très authentique et avoir une réelle souffrance, mais même si la souffrance est réelle, et ça c'est des cas qu'on a quand même souvent, bah on peut pas caractériser un harcèlement non plus. C'est que c'est un sujet compliqué, mais là c'est pas un abus de procédure, ça c'est vraiment des gens qui se sentent victimes, mais le harcèlement est pas caractérisable. Après, et ils sont plus rares ces cas, mais c'est vrai que pour des fins très personnelles ou individuelles, on peut faire des alertes. Et là, c'est difficile d'en être sûr, mais on peut vraiment parler là, dans ce dernier cas, d'abus de procédure. Qu'est-ce qu'on a comme recours? Comment on peut traiter ces sujets-là, Bah, légalement déjà? alors, légalement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on a effectivement l'article du Code du travail L1152-2 qui nous dit qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui a dénoncé de bonne foi des agissements, selon lui, constitutifs de harcèlement moral. Donc, de cette définition-là, on a deux conséquences. La première, c'est que le fait de faire des fausses accusations, en soi, n'est pas abusif. Faire une plainte pour des faits qui ne sont finalement pas constitués, on ne peut pas prendre de sanctions contre ça. En revanche, c'est la notion de bonne foi qui fait la différence. La notion de bonne foi, elle implique donc la mauvaise foi. La personne qui fait une plainte, un signalement, et qui, au moment où elle fait ce signalement ou cette dénonciation, elle a connaissance de la fausseté des faits, là, on est dans l'abus. Et cet abus-là, il peut être sanctionné par tout l'éventail du droit disciplinaire, une mise à pied, le cas échéant un licenciement, un avertissement. Mais on se rend bien compte que réussir à démontrer la mauvaise foi, donc c'est-à-dire la connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, ça peut être compliqué et ça peut même, par moment, nécessiter une enquête supplémentaire pour savoir est-ce que la personne qui a dénoncé les faits savait au moment où elle l'a fait que c'était faux. Mais on n'est pas sans moyens parce que cette mauvaise foi, ça peut être, par exemple, il y a des cas en jurisprudence et même des cas qu'on a frôlés, on va dire, de salariés qui font des dénonciations, des signalements parce que ils viennent de recevoir une lettre de convocation entretien préalable. C'est des choses qu'on voit pas de plus en plus, mais qu'on commence à voir régulièrement. Et est-ce que c'est une défense? Est-ce que c'est une contre-offensive? Est-ce que c'est fait de bonne foi ou de mauvaise foi? On va être là encore dans une zone extrêmement difficile à déterminer. C'est de quelle manière on arrive à démontrer que la personne qui fait le signalement savait qu'elle mentait et avait comme objectif soit d'éviter des remontrances de son supérieur hiérarchique, soit de carrément se débarrasser du cadre que la personne a dénoncé.
On peut avoir aussi un autre cas, et qui n'est pas un cas que d'école, qui est l'abus. Alors, au-delà de l'abus ou la mauvaise foi dans la plainte, il y a l'abus dans la plainte, c'est-à-dire le fait de tenir des propos excessifs ou diffamatoires ou injurieux dans le cadre de l'acte de dénonciation ou dans le cadre de l'enquête. Ça peut amener et ça peut justifier des sanctions disciplinaires. De la même façon, la Cour d'appel de Paris, elle a reconnu que le fait pour un salarié qui avait fait une plainte de propager dans l'entreprise des accusations injustifiées de harcèlement moral à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, ça caractérisait une faute, et même une faute grave selon la Cour d'appel de Paris. Donc on a quand même des éléments, que ce soit sur la mauvaise foi, sur la publicité ou sur la façon dont on retranscrit sa plainte, des manières d'intervenir pour limiter les plaintes abusives ou les plaintes faites de manière non respectueuse. Ok. Donc, ouais, il y a un arsenal juridique, malgré on en a parlé tout à l'heure, la protection des lanceurs d'alerte, quoi. Si on arrive à prouver que c'est mal intentionné et que c'est volontairement, en fait, inventé, effectivement. On a eu le cas, on a eu le cas où effectivement il y avait la personne qui avait fait la plainte avait non seulement fait la plainte, quoi, le signalement, mais en même temps avait mobilisé ses collègues en disant bah, t'as vu un tel, il n'arrête pas de me faire ça, il a fait ça, il a fait ça, et qui avait donné une publicité à sa plainte et donné des détails qui étaient en plus faux et mensongers pour convaincre les gens de témoigner en sa faveur. Alors, on n'est pas allé jusque-là à recommander une sanction, mais on l'avait évoqué, je me souviens, dans le rapport, le fait qu'on pouvait se poser la question de est-ce que ces propos ne sont pas excessifs? Est-ce que la plainte n'a pas été instrumentalisée dans le but de faire tomber le supérieur hiérarchique? Et on avait abordé ces sujets-là. On n'était pas allé jusque-là parce que la situation était déjà suffisamment conflictuelle pour ne pas remettre une pièce encore dans la machine de la conflictualité. Mais on avait discuté avec notre client de cette possibilité-là et de l'excès dont avait fait preuve la personne en question dans sa plainte et les moyens qu'elle avait utilisés pour la faire traiter, faire en sorte qu'elle soit traitée dans le sens qu'elle souhaitait. Très clair, ok. Merci pour ça. Bon, je me sens quand même obligé de préciser que l'enjeu pour les organisations encore aujourd'hui, c'est plus de libérer la parole que de décourager les agents et les collaborateurs à déposer des alertes. Et le job des RH, c'est vraiment de libérer la parole, et on est dans des cas assez particuliers et qui sont heureusement encore rares. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui émerge forcément, hein, c'est un peu on fait pas d'omelette sans casser des œufs de MeToo. Il y a forcément des abus qu'il faut identifier. Ok, bah merci pour ça. Mathieu, je rebondis sur ça. Effectivement, il faut bien sûr continuer à faire en sorte de libérer la parole, mais il faut imaginer que subir de fausses accusations justement sur des potentiels comportements, ça peut avoir des impacts extrêmement lourds sur la vie d'une personne. Et de ce point de vue-là, il faut aussi protéger. En fait, si on veut protéger la santé mentale des gens, c'est voilà, les protéger quand ils subissent des violences, mais d'une certaine manière, subir des accusations mensongères ou voilà, qui peuvent avoir des répercussions très lourdes, c'est aussi une forme de violence. Et c'est dans ce cadre-là, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ces cas-là. Et il faut être très prudent et faire très attention justement. Et ça peut passer aussi par, on va le redire, hein, de la sensibilisation, c'est-à-dire bien former les gens à ce que c'est que du harcèlement et ce qui n'est pas du harcèlement. Moi, je me souviens, j'ai fait beaucoup d'interventions où j'étais obligée de recadrer des salariés qui me décrivaient un manager qui, semble-t-il, demandait à ses collaborateurs de faire leur travail, et eux, ils me décrivaient ça comme du harcèlement. Et moi, obligée de rappeler que au travail, un manager a le droit finalement tout simplement de demander à un subordonné de réaliser telle ou telle tâche. Et parfois, c'est aussi peut-être un peu remettre l'église au milieu du village, justement, sur ce que c'est qu'une violence et ce qui n'en est pas une. Et on revient un peu à la discussion du début voilà, c'est compliqué en fait, vu que c'est très normatif, la question des violences, c'est compliqué parfois de mettre le curseur. Et donc, voilà, ça passe par de la sensibilisation, de la formation des managers et de l'ensemble des salariés. Excellente transition, merci Violette. On va passer à une question caractérisation des faits. Comment différencier un conflit, un management directif et un harcèlement moral?
tout à fait ton sujet. Manu, je te laisse répondre Bah, c'est des notions qui sont voisines, ou en tout cas, où il peut y avoir une continuité entre ces trois notions. C'est a priori difficile à trier, ou en tout cas à déterminer. Ce qui est sûr, c'est que un conflit individuel de travail, c'est pas automatiquement du harcèlement moral. Ça a été tranché de manière assez claire, et y compris même dans des hypothèses où l'un et l'autre s'accusent réciproquement et de manière croisée de harcèlement moral. Ça a été tranché, c'est un conflit individuel. En revanche, quand le conflit, qui normalement implique une forme de symétrie et d'équilibre entre les moyens utilisés par chacune des personnes concernées, quand il devient asymétrique et que l'un des protagonistes va prendre le dessus sur l'autre et utiliser cette position dominante pour l'avilir ou se livrer à des agissements destinés à porter atteinte à sa dignité, là, on rentre effectivement dans l'anormalité, c'est-à-dire le caractère non normé, non conforme à ce que les gens attendent, qui peut être caractérisé de harcèlement moral. Par exemple, le dénigrement, c'est pas la même chose que de demander à son salarié de faire des reportings. On peut avoir une façon de demander du reporting de manière méprisante, et on peut aussi exiger du reporting. Ça peut être extrêmement chronophage, ça peut être très embêtant. C'est souvent ça peut arriver au cadre. Un reporting toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, c'est embêtant. Ça peut ne pas être justifié. Ça peut être vécu comme vexatoire par la personne qui doit se conformer à ça. Mais pour autant, ce n'est pas automatiquement du harcèlement moral. Ça le devient quand c'est discriminatoire, par exemple, quand ça s'adresse à une seule personne pour des raisons qui sont liées, je ne sais pas, à son sexe, à son genre, à son ethnie, à sa race, à sa religion. Ça peut être ça. Ça peut être aussi parce que c'est demandé de manière très incorrecte, parce que il n'y a pas le respect des formes. De la même façon, on peut imaginer que faire des reproches à son salarié, à son subordonné, ça fait partie du pouvoir de direction, de contrôle d'un employeur vis-à-vis de son subordonné. Après, tout est dans la nuance. Est-ce que les reproches, ils sont justifiés? Est-ce qu'ils sont formulés dans des termes professionnels, ou est-ce que c'est des diatribes insultantes, vexatoires? Est-ce qu'il y a des gens en copie de ces remarques? Il y a tout un tas de contextes et tout un tas d'éléments, encore une fois, je reviens sur le faisceau d'indices, qui font passer un management dit directif à l'ancienne à quelque chose qui est du harcèlement moral. On a certains secteurs d'activité où, pour le dire de manière générale, où MeToo n'est pas encore vraiment passé, où on a encore des chefs très autoritaires, très sexistes, qui ne sont pas adaptés à ça, mais qui pour autant vont simplement avoir un management directif, qui vont exiger tous les jours à 8 heures de faire leur réunion et que tout le monde soit là. C'est embêtant, c'est pas vraiment adapté au monde moderne, mais pour autant, c'est pas du harcèlement. Ça le devient si c'est fait vis-à-vis de, je sais pas, d'une femme ou d'un homme qui a des difficultés pour, je sais pas, élever ses enfants, ou qui doit être présent pour eux et qui peut pas se rendre à une réunion et où on lui en tiendrait rigueur. Donc c'est une finesse, on peut passer de l'un à l'autre assez facilement suivant le contexte. Les personnes en copie des emails, c'est important. Les propos, la justification, le ton, tout ça va faire qu'on passe d'une situation qui est normale, bien qu'anormale, qui est normale dans un rapport de subordination, puisqu'il ne faut jamais oublier ça. Les rapports de travail sont des rapports de subordination où il y a un donneur d'ordre et un exécutant. Ensuite, c'est est-ce que l'ordre, il est justifié? Est-ce que l'ordre, il est valable? Et est-ce que l'ordre, il est émis de manière respectueuse de la dignité de la personne? Et c'est cette grille d'analyse-là qui, encore une fois, ne permet pas un premier coup d'œil ou d'un premier regard de dire ça c'est du management directif, ça passe, ça c'est du harcèlement. Mais c'est cette grille de lecture qui nous permet de dire
la demande de reporting, elle a été faite le vendredi à 21 h sur WhatsApp, par exemple. Un salarié qui déjà s'était plaint de ne pas avoir beaucoup de temps libre le week-end. Et en plus, on l'a relancé le lundi matin à 8 h. Voilà, c'est des éléments qui peuvent clairement faire que quelque chose qui est anodin devient problématique, devient inapproprié dans un autre contexte. Merci Manu. Franchement, c'était vraiment très clair, je pense. Et moi, je rebondis sur l'aspect, ça fait partie des sujets que j'aborde le plus en fait dans mes formations. C'est ça, c'est cette différence de valeur, cette différence de perception sur les normes d'interaction sociale. Et ça crée beaucoup de conflits au travail et beaucoup d'incompréhension. Que ce soit sur la question de la séduction au travail, du compliment, de l'amitié au travail ou des relations managériales, on voit qu'il y a une évolution qui crée beaucoup de tensions et qui parfois justement peut faire qu'il y a des signalements. En fait, j'apporte plus une réflexion plus qu'une solution. C'est compliqué à gérer. Je sais que j'ai un nouveau client qui est confronté, c'est une association dans laquelle il y a des bénévoles, et les bénévoles qui régulièrement se plaignent d'un manager qui, je pense, gère ces bénévoles-là et leur fait des demandes. Alors, je ne sais pas de quelle forme. Alors, j'ai que ces informations, donc il faudrait que ce soit plus précis. Et ces bénévoles considèrent, et on fait plusieurs fois des signalements pour dire que c'était du mansplaining. Bon, c'est compliqué en fait, effectivement. Est-ce que à chaque fois qu'un homme du coup donne un ordre à des personnes qui sont des femmes, on peut utiliser la grille d'analyse du mansplaining? Ben non. Et donc c'est compliqué et c'est là où on se rend compte qu'il y a des conflits intergénérationnels, mais qui existeront toujours. C'est-à-dire que j'imagine que les gens qui ont 60 ans aujourd'hui avaient déjà des conflits intergénérationnels avec leurs parents. Et aujourd'hui, les quarantenaires en ont avec les vingtenaires qui arrivent sur le marché du travail. Et certainement que ça sera pareil à venir. Enfin voilà, c'est un conflit séculaire. Et je pense que dans ces situations-là, ça vaut le coup aussi de discuter, de mettre en place du dialogue en fait pour essayer de mieux se comprendre. Et voilà, de ce point de vue-là, moi je sais qu'on a créé un exercice un peu rigolo qui consiste à justement mettre les gens dans une salle et on prend plein de comportements. Alors ça peut aller de mon manager qui me tutoie et moi qui le vous vois, et de s'amuser à essayer de classer finalement ces comportements dans 3 catégories: interdit par la loi, objectivement problématique et sensibilité subjective, et de montrer et de mettre en évidence que finalement, il y a beaucoup de subjectivité dans la perception de certains comportements. Mais qui, en tout cas, crée de la complexité pour nous dans les enquêtes, parce que parfois, on se retrouve justement à devoir arbitrer sur des trucs extrêmement subtils. Ok, merci Juliette, très très clair. Ouais, non, c'est pas simple hein, ce sujet. Non, pour les gens, je pense que tout le monde, je pense aux gens qui vont être confrontés à des enquêtes internes ou à mener des enquêtes internes, et on disait que c'était compliqué, hein, l'exercice de caractériser les faits, et souvent la question centrale c'est est-ce qu'il y a ou pas harcèlement. Je pense que tout le monde connaît la notion de répétition. Ok, harcèlement, a priori, il faut que tu quand même un acte isolé peut tout à fait être une violence, mais pour qu'il y ait harcèlement, faut qu'il y ait répétition. Et peut-être c'est important aussi de le dire qu'aux yeux de la loi, si on fait pas exprès, c'est quand même du harcèlement. C'est-à-dire que c'est pas forcément volontaire. Il peut y avoir harcèlement moral ou harcèlement sexuel sans aucune volonté de nuire de la part de l'auteur. Manu, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi. Mais voilà, pensez, voilà, ça c'est pas, c'est une chose très simple qu'il faut quand même avoir en tête quand on caractérise les faits. Ok. Bon, on arrive. Juste une petite précision. De la même façon, l'humour, c'est pas une excuse. Vouloir faire de l'humour, c'est important de le rappeler. Quand bien même la personne rigole des blagues, c'est pas une circonstance atténuante de quoi que ce soit. Notamment, je pense aux blagues sexistes qui sont les plus courantes malheureusement, ou les remarques sur les tenues, sur le physique des femmes. Quand bien même c'est fait avec la meilleure volonté du monde, si c'est fait avec galanterie, si c'est fait avec humour, ce ne sont pas des choses qui justifient ces comportements. Ce comportement-là est inapproprié dans le cadre du travail.
Après, la question, c'est est-ce que c'est du harcèlement, pas du harcèlement? Bon, après, c'est un petit peu discuter du sexe des anges. C'est-à-dire que c'est un manquement, qu'on qualifie ou non de harcèlement moral, c'est une autre chose, mais c'est un manquement qui, à lui seul, mérite une action. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Manu. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on qualifie pas ça de harcèlement moral ou sexuel que c'est pas problématique et qu'on peut pas agir parce qu'en fait, ça crée des tensions, ça crée de la détresse, ça crée de la souffrance, quoi. Et il est -5. Mathieu, je sais pas si on avait d'autres questions, mais on aimerait peut-être éventuellement vous donner la parole dans la salle. Est-ce que parmi vous, il y a voilà, des interrogations? Apparemment, personne. Notre intervention était limpide. Moi, Ah, j'ai une bonjour question. Eric. Bonjour. Oui, dans une autre formation, vous avez beaucoup parlé de présomption d'innocence et j'ai assisté à une autre formation. On m'avait expliqué dans le cas d'une procédure disciplinaire, ça n'existait pas. Alors, ça n'existe pas. Effectivement, la présomption d'innocence, c'est une notion pénale. Déjà, ce n'est pas une notion civile. En revanche, nous, on l'interprète, la présomption d'innocence, elle existe dans le sens où tant que quelqu'un n'a pas été prouvé ou démontré qu'il y a suffisamment d'éléments qu'il est coupable, on n'a aucune raison de le considérer coupable. Et effectivement, on ne peut pas se retrancher derrière la présomption d'innocence, puisqu'on n'est pas en matière pénale. En revanche, on a l'obligation, si on veut être objectif et impartial, d'aborder chaque plainte et chaque signalement comme étant à la fois la vérité de la personne qui se plaint et à la fois la protection de la personne qui est mise en cause. C'est-à-dire que si on veut être objectif, on est obligé d'avoir ces deux points de vue. Et donc, c'est nous, on appelle, alors c'est peut-être un raccourci, mais en tout cas, c'est une formule qui parle à tout le monde. La présomption d'innocence, c'est ne pas considérer sur les seules bases d'un signalement que la personne qui est mise en cause est coupable. C'est comme ça, nous, qu'on entend la présomption d'innocence dans le cadre des enquêtes. Et actuellement, il y a un autre concept qui a émergé. Je ne sais pas s'il existe, Manu, mais c'est aussi la présomption de sincérité. C'est-à-dire qu'on part du principe aussi que le signalement est réel, vrai, valide. Donc, c'est-à-dire qu'on met les deux personnes, enfin, les personnes impliquées sur un plan d'égalité tant qu'on n'a pas pu avoir des conclusions et atteindre une certaine forme de vérité par rapport aux faits qu'on va nous faire remonter. Alors, ça rejoint une deuxième question en particulier sur le fait que l'instruction doit être faite à charge et à décharge pour que le dossier soit solide. Mais donc la personne qui va déclarer, qui va se présenter comme une victime, va en général proposer des témoins. Donc moi, ça se passe comme ça. Je fais partie de la cellule de signalement et pas de la cellule d'enquête sur mon lieu de travail. Donc, donc la personne va proposer des témoins à charge. Maintenant, il faut trouver des témoins à décharge et je me demande s'il n'y a pas une contradiction avec aussi la notion de confidentialité, parce qu'on va comment aller à la pêche aux témoins à décharge. Ah bah, c'est assez, pardon, c'est assez simple. En fait, souvent, effectivement, la victime présumée propose des témoins qui vont plutôt être des témoins à charge. Et en fait, quand on fait un calendrier en fait des auditions des témoins, et quand on prévient l'auteur ou l'autrice présumée qu'elle va être entendue, alors elle a une date, c'est à la fin, c'est après les autres auditions, on communique avec cette personne et généralement, les gens tombent pas des nues, on sait un peu de quoi il s'agit et on demande à l'auteur présumé s'il a des témoins qui souhaitent qu'on entende. Et du coup, en fait, les deux parties nous fournissent des témoins. Et après, ça peut se faire quand on nous explique le contexte, ça peut aussi se faire quand il y a des camps qui sont déjà identifiés, les opérationnels, les RH peuvent nous aiguiller, mais on demande voilà comment on fait concrètement. Oui, j'allais insister là-dessus. C'est vrai que souvent les commanditaires ont aussi une idée de qui interroger dans un sens ou dans un autre, ou, qui vont nous renseigner sur les personnages clés de la relation ou de la problématique et nous, on va essayer de comprendre en quoi ils peuvent être des personnages clés et effectivement les intégrer
par la suite à notre procédure d'enquête. Et moi, souvent, ça m'arrive dans les entretiens de me rendre compte que on me parle de quelqu'un et je me dis, tiens, ça serait intéressant d'avoir le témoignage de cette personne et moi-même, donc je sollicite après d'autres personnes que je considère comme étant pertinentes au vu du cas, quoi. D'accord, merci beaucoup. Et il est 14h. Il est 14h, donc on va vous libérer. On vous remercie, en tout cas, d'avoir participé à cette conférence. Elle sera disponible en... Ah, il y a une main levée. Non. Ah non, c'est un coucou, c'est un au revoir. En tout cas, elle sera disponible sur YouTube. On va la mettre voilà, en ligne pour que vous puissiez en profiter. Et évidemment, voilà, vous avez nos contacts. Si vous avez le moindre besoin en matière de formation, d'enquête, voilà, on l'a bien dit, on mène des enquêtes externalisées. Donc voilà, ne pas hésiter à nous contacter. Et puis, voilà, peut-être dans 6 mois, 1 an, on refera une session sur ce sujet. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Bon après-midi, bon week-end. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Voilà. Tada. Attendez, je coupe l'enregistrement. Ah ouais, parce que là, on va dire des trucs c'est mieux, horribles. On va dire des trucs qui pourront pas aller sur YouTube.